Et bonjour à tous, bienvenue dans Saka saison 2 épisode 1, nouveau visuel, nouvelle DA, c'est Nirafusan qu'on salue, qui viendra bientôt dans l'émission. J'espère donc que vous appréciez, et quoi de mieux donc pour lancer cette saison 2 que de revenir à la team habituelle. Il y aura des invités pendant la saison, vous inquiétez pas, mais j'avais envie d'ouvrir cette saison 2 avec le Quatuor Magique, la légende. Et donc, bien évidemment, on accueille dans un premier temps Guitou, qui est en bas à droite sur l'image, qui est le seul à avoir mis la cam, à part moi. Donc, comment ça va, Guitou? Bah écoute, très heureux de vous retrouver et très heureux de pouvoir recracher sur Urawa pour une nouvelle saison. Ah ouais, malheureusement, j'aurais des choses en bien à dire sur Overwatch, c'est terrible. Mais heureusement, on aura peut-être une nouvelle victime cette saison. Bien évidemment, qui dit Quatuor Magique dit l'avant-centre, bien évidemment, Monsieur Cast, comment ça va? La légende. Toujours là pour mettre des tapines. Ah bah là, c'est vrai que t'es pas le dernier, mais quand même, reste un avant-centre aussi travailleur, et ça fait plaisir. Mais cette émission repose sur l'équilibre du bon milieu défensif à l'ancienne. Comment ça va, mon bon Davey? Bonsoir, désolé, pas de cam aujourd'hui, je suis à poil. Ah, effectivement, il fait très chaud, je suis malade. Ouais. Après la défaite de Koufou. Ah ouais, on pourra... Ah non, du coup, là, j'aurais dû mettre un col roulé dans ce cas-là. C'est vrai que Attentif un peu. la clim a été rude. Il est devenu fou. Ouais. Et voilà, du coup, ça nous avait manqué de tourner presque, enfin plus d'un mois d'absence. Voilà, Davey 2 mois parce qu'il avait pas tourné il avait pas tourné en juillet, donc. J'ai pas tourné pour la Coupe du Monde. Ah ouais, Davey, ça fait 6 mois qu'il avait pas tourné. Mais ça lui a pas trop manqué, il me semble, il m'a dit. Donc aujourd'hui, donc début de cette saison 2 de Saka avec des nouvelles rubriques, des nouveaux axes. On va rester sur une émission globalement plutôt courte, donc il y a une nouvelle rubrique, notamment, je vais vous mettre des tunnels dans le futur, mais ça viendra pour les épisodes suivants. On a été aussi assez limité dans cet épisode par la maintenance de Transfermarkt, qu'on salue, voilà, qui m'a empêché de bosser l'émission avant le jour même, donc ça c'était sympa. Donc voilà, on n'a pas pu aborder certains sujets, mais ça ne sera que partie remise. Bref, on est ensemble pour parler football japonais pendant 1h30. Et si vous nous découvrez, je le dis jamais, mais un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et on est parti. Et on est parti avec ce premier segment, J1 Express. Voilà, donc cette émission sort lundi. Ce week-end, il vient d'y avoir une journée de J1. Et on a eu une première journée assez folle, le vendredi, avec 2 victoires 4-3. Kashima face aux Marinos, dans un scénario assez fou. Et idem, Paul Gamba face à Urawa, dans le classique japonais, si je puis dire. Voilà. Un nom un peu pour le marketing. Mais voilà. Kobe a fait le job le samedi en battant Fukuoka 1-0. Le Cerezo et Kashiwa, victoire 2-1 face à Okayama et Mito respectivement. Shimizu réduit à 10 a quand même bien tenu face à Nagoya en remportant 1-0. Le Sanfrecce a battu Chiba sur un sec 3-0. Nagasaki tranquille face à Kyoto 2-1. Et Machida a étrié le FC Tokyo 5-1. Et le seul nul de la journée, pardon, j'avais oublié, c'est Kawasaki et Verdi, un bon 1 partout. A noter quand même déjà que le record d'affluence de l'histoire de la J-League moderne, donc depuis 93, a été battu. Je pense que le record d'affluence tout court même, les 90, il n'y avait pas grand monde au stade. Avec donc le Marinos Antlers qui a réuni au stade Nissan 63 960 personnes. Messieurs, je vous demande ça rapidement, on reviendra davantage sur le sportif dans les prochains épisodes de Saka, mais quel club ou quel joueur vous a le plus impressionné sur cette première journée? Et je vais commencer par Davey, tiens. Bien, pour les joueurs, j'en ai pas. Pour l'équipe, je dirais quand même que je dirais Hiroshima. J'ai pas vu tant de matchs enfin, j'ai pas vu tous les matchs malheureusement, mais Hiroshima globalement a été quand même en maîtrise et surtout ils ont été très cliniques devant, je trouve, face à Shiba. Ils ont été globalement beaucoup plus en réussite que leur adversaire du jour. Et ouais, voilà, globalement c'est ceux qui m'ont le plus impressionné. Après, bon, c'était pas non plus le match, c'était pas le match le plus impressionnant par contre. Effectivement, je suis assez d'accord avec toi sur ce. C'est poétique. Ouais, bah vas-y, Cast. Alors, c'est qui t'a impressionné? En joueur, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'assez évident qui nous a peut-être tous choqués dans le bon sens, c'est la performance de Shinmi Della, aligné à 16 ans, le plus jeune joueur de l'histoire d'un match d'ouverture de J-League, qui a sorti une performance XXL. Il a vraiment même
était presque insolent, quoi. Il nous fait Oui. des contrôles L de pigeon. En plus, il le fait pas juste pour le spectacle. C'était utile. Enfin, ça Ça amène, apportait quelque ça amène chose. le deuxième but, hein, littéralement. Oui. Voilà, je crois qu'il est impliqué sur les 3 buts des Marinos. Et pourtant, les Marinos, ce n'est pas l'équipe qui m'a le plus impressionné. Ça restera, je pense, Kashima Antlers, qui a quand même montré de la résilience, qui a montré que c'était toujours un grand club et qu'il fallait compter sur eux cette saison parce que ils étaient bien menés. Je sais pas si c'était pas mené 3-1 ou quelque chose Ouais, comme c'est ça à un moment. 3-1. Et bon, ils ont fini par remonter les 4 buts et ils auraient même pu en mettre plus. Ça a été n'importe quoi, le naufrage et la gestion tactique des Marinos. Je trouve qu'ils auraient dû embarquer mettre plus de joueurs défensifs. Et pourtant, j'ai trouvé qu'ils ont fait rentrer pas mal de joueurs à vocation offensive. Ah oui. Quand ils menaient 3-1 confortablement comme ça, tu te dis, ok, ça peut fermer le jeu, c'est dommage, etc. Mais bon, c'est peut-être, finalement, on a bien vu que c'était pas le bon choix. Puis bon, le doublé de Léo Sahara et le doublé de Xavric, je sais pas comment ça se dit. Ouais, Chavric. Mais Minato Yoshida aussi, qui était très jeune, qui était titulaire d'entrée, c'était pas exceptionnel. 18 ans, c'est hyper muté un peu avec Yuma Suzuki, il me semble. Oui. Yann Mathéus, c'était assez bon. Sinon, voilà, c'est ce que j'ai à dire pour le moment. Ouais. C'est vrai que Kashima qui a eu des gros problèmes défensifs, hein, même un Naomichi Ueda qui normalement est quand même assez fiable, s'est totalement fait bouffer sur le deuxième but, là où Shin Midera lui met le contrôle L2. Donc voilà. Mais c'est vrai que Mais pourtant, il y avait Kim Tae-yeon sur le banc. Oui, Kim Tae-yeon était sur le banc. Sekigawa était préféré, je pense pas que ça va durer. Après, je pense que Kim Tae-yeon était sur le banc parce qu'il a dû rentrer assez tard. Et qu'en plus, il s'était blessé. Enfin, il est pas rentré assez tard, mais il s'est blessé avant ou pendant la Coupe du Monde. Donc, il a été absent. Il a dû reprendre la préparation plus tard, c'est pour ça. Mais je pense que le pauvre Sekigawa, sa carrière depuis 2 ans, c'est quand même très compliqué. Mais bon. Clairement. Ouais. Guitou, Pour l'équipe, je rejoins mon ami breton, avec Kashima, force de caractère. J'ai pas envie de partir dans oui, c'est la force de caractère du champion, on les reconnaît. Ils ont pris le bouillon défensivement par des Marinos qui, l'année dernière, étaient totalement inoffensifs. Alors, un joueur que j'ai beaucoup apprécié, c'est Tanimura, justement, Kaina Tanimura. Pas seulement par le fait qu'il ait mis un doublé, mais sur la plupart des actions, on va dire 90% des actions offensives des Marinos qui ont été sur le terrain, il avait toujours un déplacement intéressant qui amenait quelque chose et qui permettait à un coéquipier soit de s'infiltrer, soit d'avoir un déplacement encore plus intéressant. J'hésitais avec Jun Amano qui a fait un très bon match aussi. Oui, ah ouais. Et qui a distribué des petits caviars. Miam, miam, miam. Ça, c'est le Jun Amano. Ouais, match de capitaine. Et du coup, voilà. Très bien, ouais. Effectivement, et le quatuor quand même des Marinos qui semble fonctionner très bien, avec aussi Tomoki Kondo qui a la passe D sur le premier but, qui fait une magnifique course sur son côté droit pour le premier but et qui centre pour le but de Shin Midera. Et voilà, donc un quatuor qui a bien marché. Le quatuor suivant qui est rentré vers la 60e avec Dean David, Rionita, Ryomi Aichi et je sais pas qui était Georges Aiwu. Ah oui, et Georges Aiwu. Aiwu. Non, Jordi Krou est rentré latéral. Oui, plutôt latéral, oui. Ça qui était inquiétant. Voilà. Et ça a beaucoup moins bien marché. Après, voilà, c'était au moment où Kashima poussait beaucoup, donc on les a pas beaucoup vus. Et c'est vrai que ce quatuor-là marche très très bien. Et il va falloir s'appuyer sur ça pour les Marinos parce que défensivement, il y a toujours les mêmes problèmes. Et quant à moi, le club, j'hésite entre deux qui m'ont vraiment marqué sur cette journée, c'est Verdi et Shimizu. J'irai quand même sur Shimizu parce que je les ai trouvés vraiment super. Nagoya a beaucoup eu le ballon, il termine avec 75% de possession, notamment en seconde période à cause du carton rouge stupide par Oseun, voilà, qui prend un premier jaune et décide d'aller applaudir l'arbitre. Voilà, donc il prend le deuxième forcément. Hitler is dead. Ouais, Hitler is dead enfin. Voilà, ça, il a fallu du temps avant qu'il se le prenne, ce rouge, mais bon. Donc voilà, malgré tout, Shimizu qui a très bien tenu défensivement, notamment grâce à un immense Mateusz Brunetti, qui était titulaire sur le côté gauche de la défense, en position de latéral gauche, mais qui a été très très bas globalement, quasiment en troisième central. Et il a fait un super match, absolument excellent. Offensivement, j'en reparlerai un peu plus tard, mais très agréablement surpris par Rio Germain, qui a beaucoup tenté, qui n'a pas souvent réussi, mais qui apporte vraiment quelque chose à cette équipe. Donc voilà, une belle victoire 1-0 pour Takeyuki Yoshida donc, et son groupe. Et j'avoue,
pour le joueur, en fait, effectivement, comme vous, j'avais beaucoup de joueurs des Marinos ou de Kashima. J'irais peut-être sur. J'irais peut-être pas trop l'idée. Si, sur. Oui, alors là, on va m'attraper. En plus, il a pas marqué. Mais Werik Popo avec Fukuoka, franchement, il a un peu plus de réussite. Il en met 2 dans le match parce qu'il a vraiment, vraiment pesé sur la défense de Kobe. Et du coup, à l'inverse aussi, Yuya Osako pour le Vissel, qui est buteur et face à la Vispa et qui fait un gros match, que ce soit en déviation, dans le jeu, etc., comme d'habitude. Vraiment, l'ancien, il a un physique absolument monstrueux. Voilà pour la J1. Côté J2, donc on reprenait samedi et on va retenir trois matchs. La victoire de Yokohama FC face au Tegevajaro Miyazaki 1-0. Elle Domiya sur le même score dans un choc face à Niigata. Et la défaite du Vegalta Sendai, pourtant favori à la montée, face au Fujieda Mai FC de Tomoaki Makino et du petit Maki Kitahara prêté par le FC Tokyo. 17 ans, passe décisive sur le premier but. Ça commence très très bien pour lui en J2 ce prêt. Et enfin en J3, pour le coup, pas grand chose à signaler. C'était peut-être le championnat où il s'est déroulé le moins de matchs passionnants. On a Kagoshima United qui est un des favoris à la montée, qui a remporté son premier match assez sereinement face au Tespa Gunma. Petite surprise avec le Renofa qui a dominé mais qui a été impuissant face à Nagano Parcero, qui gagne donc aussi 1-0 alors qu'ils étaient en grosse crise de résultats. Et on a la Gifu qui s'impose 3-0 face au promu Reilak Shiga. Shiga qui n'a pas été verni par la sortie assassine de son gardien, voilà, qui prend un rouge catastrophique et qui perd à partir de ce moment-là. Alors, qui faisait un bon match avant. Donc voilà pour cette J-League Express et on va passer au deuxième segment, le débat du soir. Et pour ce débat du soir, ou plutôt ces débats du soir, parce qu'il y en aura 2, on va parler mercato avec 2 questions simples. Qui fait le meilleur mercato et qui fait le pire mercato? On va commencer par le pire, voilà, histoire d'être négatif directement d'entrée. Et je lance, c'est mon petit Guitou. Quel club de J1 pour toi fait le pire mercato? Et pour information, j'avais préparé avant. Du coup, il y a un de mes arguments, je me suis pris en pleine poire. Et je vais parler des Marinos, bien évidemment. J'hésitais aussi avec le Gamba, mais eux, ça compte pas parce qu'il n'y a pas de mercato. Ouais. 2 recrues, dont un universitaire pour le Gamba. Super, je change rien, les gars. Ça boit pas mal à Osaka. Pour quelle raison j'ai choisi les Marinos? L'année dernière, les Marinos, il y avait un secteur en priorité à renforcer, c'était le secteur défensif. T'as aucune recrue. Même si tu mets de côté Ruben Blanco dans les buts, qui nous arrive de Gironde, t'as rien, quoi. L'année dernière, t'as une défense aux abois et t'as aucun défenseur d'arrivée. Et là, ils perdent dans un perdant, ouais, même en plus. Oui, et t'en perds un. Tu fais un Renkato, c'est pas si dégueu que ça. C'est pas mauvais même. Tu te retrouves sans rien. Ce qui fait que, honnêtement, ils sont pas du tout renforcés, sachant que là, t'as Tsunoda qui est sorti sur blessure, si je dis pas de conneries, Ouais. face à Kashima. Ensuite, t'as l'arrivée de Keishinen au milieu, un des meilleurs milieux de notre championnat, qui va leur faire le plus grand bien. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais devant, t'as l'éternel espoir Rionita. On espère peut-être un renouveau miraculeux pour lui. Et je trouvais ça très juste, sachant que Dayatono va mettre du temps à revenir de sa rupture du tendon d'Achille. Marino sur le papier, c'était très juste offensif. Ça allait être compliqué offensivement. Manque de peau, ils en mettent 3 à Kashima. Dans ta gueule, la moustache. Mais ouais, pour moi, les Marinos, ça va être très très juste. Ils m'ont pas fait mentir, ils en prennent 4 aussi dans les oreilles. Ça risque d'être juste. Et Blanco, certes, il a son expérience européenne. Est-ce que ça suffira à maintenir les Marinos hors de l'eau? Je ne sais pas. Merci mon bon Guito, effectivement, je te rejoins sur ça. Daibi. Pour ma part, j'ai choisi de prendre le Kawasaki Frontale comme pire mercato. Alors,
il n'y a pas premièrement, il n'y a pas d'énormes pertes au sein de l'effectif du club en dehors d'Harrison qui n'aura pas été totalement satisfaisant sur son passage au club, surtout compte tenu du prix payé. Je me souviens plus, mais c'était plusieurs millions de mémoire. Ah oui, oui. C'était 3 millions, je crois, de mémoire. Mais malgré tout, bien Frontale a réussi à nous concocter un recrutement, ma foi, très aléatoire avec 3 Brésiliens qui sortent un petit peu de nulle part. C'est-à-dire qu'ils sortent donc ils viennent tous les 3 de clubs brésiliens, mais aucun n'était titulaire là-bas. Donc on retrouve d'abord un défenseur central de Villanova en la personne de Pedro Romano. 2 attaquants, l'un de Botafogo, mais il jouait pas, Keiki, et l'autre de Cuiabá, mais il jouait pas, d'Eric Lacerda. Bon, finalement, on retrouve un petit peu le gimmick des saisons précédentes, des dernières saisons à Frontale, c'est-à-dire que on recrute de façon aléatoire et on prie pour que le centre de formation fasse des miracles. Jusque quand? Bon, en plus, les 2 recrues universitaires aussi. Rin Homma Ouais, ça c'est de classique. Kokushikan et Tetsuya Takahashi de Kansai. Encore une fois, c'est pas non plus pas beaucoup, là, c'est pas des pointures du foot universitaire non plus, quoi. Mais surtout Rin Homma. Mais pas. Effectivement, avec Kawasaki. Ah, c'est marrant, au moins on pourra faire des vannes sur Derrick Lacerda, voilà, avec son nom. Ça, là. Quelqu'un s'est imité Derrick. Non, Il est fier. Hein. ouais, ah Ouais, ouais. bah, Ah, j'ai vu le nom, je me suis dit, oh, là, oh lui dans Saka. Oh lui. Dommage, il a pas joué face à. Il a pas joué face à Verdi. Voilà, contrairement à Pedro Romano qui a fait un match. Alors, Kitou qui a vu l'highlight, effectivement, il c'était pas terrible. En vrai, c'était pas le pire. Pedro Romano face à. On va avoir Ouais, vu le match. c'est ce qu'on dit. Ah non, j'ai trouvé Taniguchi pire, tu vois. Bon, après, c'est Hiroto Taniguchi, c'est compliqué. Mais bon, Oui, je connais cette théorie. voilà. Donc, donc on verra ce que ça donne. Cast, est-ce qu'il y a quel club t'a fait une mauvaise impression sur les Euh, transferts? Bah, par rapport aux dynamiques des années précédentes, il y en a un qui est sacrément en train je trouve, de couler en termes de qualité d'effectif et de qualité de travail. C'est le Kyoto Sanga, Oh l'enculé. toujours là pour mettre des beaux tapines. Je dirais qu'ils ont recruté 2 bons universitaires, Sota Yamamoto de la Kansai Gakuin et Emmanuel Retaro Diouf de la RKU. Ça, il n'y a pas de souci. On a quand même, on a quand même quelques joueurs de J-League comme Renkato et Fuchi Honda. Enfin, Fuchi Honda, c'est de la J2, mais Takumi Kato en buteur, ils avaient peut-être besoin d'un peu plus fort. On l'aime bien Takumi Kato, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut? Il vient de la J3. Il Ça, sort je sais pas s'il jouait tant que ça. Hein. Non, il a marqué 4 buts sur la demi-saison de G2 G3. Ouais, donc je comprends pas trop. Ils se sont fait prêter plusieurs Brésiliens, dont un, je crois, qui vient de D4. 2 qui viennent de D4. 2 qui viennent de D4, et il y en a encore un qui va arriver. Je crois qu'il pourrait avoir un total 10 Brésiliens dans l'effectif. Enfin, je me dis, le problème, c'est pas le fait que ce soit des joueurs brésiliens, mais c'est que ça sent surtout les jeux d'agents, quoi. Ça fait un peu ça fait un peu le club qui se fait pigeonner, qui donne son argent comme ça. C'est pas très séduisant. À une époque, on se disait bah ils peuvent devenir un mastodonte de G-League parce qu'ils ont les moyens financiers. Ils étaient en train d'étendre un peu leur territoire d'influence aussi. Ils étaient en train de signer beaucoup de partenariats. Ça travaillait super bien. C'était une belle équipe. Là, ils sont en train de, je dirais pas de tout perdre, mais ils ont eu quelques pertes. Et puis en plus de ça, ils font des recrues qui sont pas très séduisantes. Je leur souhaite de réussir, mais je suis pessimiste. Ouais, je suis totalement d'accord, c'était ça mon flop, parce que oui, donc 2 joueurs deux joueurs de D4 brésiliennes. Alors, on sait qu'il y a des fois des Brésiliens qui sont très bons sous division, mais là, quand même, D4. Puis encore une fois, ça n'a pas de sens, tu te retrouves avec 10 joueurs brésiliens, c'est quoi, 5 ou 6 places? Parce que avant, c'était 5 plus 1 d'un pays qui est entre guillemets partenaire avec la JFA. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais si c'est le cas, bah, tu peux aligner que 5 joueurs brésiliens par feuille de match sur les 10. Quel intérêt d'en avoir 5 qui sont littéralement que là en coupe, quoi. L'interprète en CDI. Ouais, après Kyoto joue la CL pas. Non, j'ai un doute. Kyoto, non, c'est la CL. Hein. La CL, ok, la CL, oui, c'est la CL1. C'est la CL Elite. Ouais, la CL, bon.
Après, on les verra après, pas sûr que ça soit très très bien pour la CL Elite, mais bon, bref. Et puis ça fait quand même peu pour, peu pour autant de joueurs. Mais oui, non, franchement, même leur prêt de Ryosuke Yamasaka de Nagoya, on ne comprend pas le but. Hein. On comprend rien. J'ai bien aimé Renkato. Enfin, j'ai bien aimé. J'ai trouvé Renkato intéressant face à Nagasaki. Pour le coup, on comprend la. Oui, ça, c'est une vraie recrue, ça. Pour le coup, il n'y a pas de. Ouais. C'est peut-être la seule recrue qui me hype vraiment. Mais maintenant, on a vu qu'il y avait beaucoup de lacunes, notamment au milieu face à Nagasaki. Kyoto perd 2-1, mais ça aurait pu être 5-1, honnêtement. Et Thiago Santana avait pas des pieds carrés. Voilà. Oh, c'est terrible. C'est-à-dire que Everton, Maceo, ça te hype pas de D4 brésilienne? Ah non, il y en a déjà, j'ai appris l'existence de Jacqui Pense. Voilà, je ne connaissais pas. J'ai découvert l'existence de ce club, ça fait plaisir. Mais non, non, ça me hype pas, étonnamment, Okay. c'est fou. Quand tu vois la seule recrue des deux brésiliennes, là, où Everton, le match qui te sort face à Nagasaki, c'est super. Ouais. Super. Bon, ceci dit, ils peuvent pour l'instant reverser le ciel. Il y a encore Raphaël Elias au club, il y a encore des bons joueurs, Masayo Kugawa. On va voir ce qu'ils vont faire de Mitsuki Saito. On sait jamais. Hein, mais il y a toujours aussi Yoon Sung-joon qui n'est pas encore naturalisé au club. Ça, pourtant, il y avait des rumeurs de départ, mais finalement, les clubs intéressés ne passeraient peut-être pas à l'offensive dès cet été, donc tant mieux pour eux. Je rigole tout seul, je pense à Yakuji Ota qui nous sort une sortie à un moment face à Nagasaki en première. Alors vraiment, il est de retour. Deuxième aussi, il en sort une. Hein. Ouais, une par mi-temps, mais il est de retour à son prime. Là, vraiment, on va se marrer cette année. Je pense que Kyoto, ça va être notre Urawa de l'année. Pour moi, ça va être l'équipe de clowns de l'année. Là. Vraiment, ça, j'ai hâte. En même temps, à partir du moment où tu mets Ranko Popovic comme coach, oh oui. Un moment. Oui. Oui, j'avais oublié. Et puis d'un coup, il y a DAZN qui fait un gros plan sur lui, tel un screamer. Vraiment, c'est le gros crâne de Popovic. C'est pas des bons souvenirs. Faut quand même rappeler que depuis qu'il est parti, Kashima a gagné un titre et a fini deuxième. Voilà. Donc voilà. Enfin, puis, bref. Ouais. Puis dans le sens des départs, pour en parler, c'est vrai qu'ils ont bien vendu Kazunari Kita pour 1,5 million à la Real Sociedad qui était en prêt avec option d'achat. Ça, c'est une bonne vente dans le sens où il avait quasiment pas joué avec Sanga, quoi. C'était un joueur, un jeune. Donc tant mieux, hein, il touche les sous comme ça. C'est un fort potentiel, évidemment, c'est une perte, mais financièrement, il s'en sort bien. Et Sota Kawasaki pour 1 million à Mayence, qui était pareil en prêt. Je sais pas, ça aurait peut-être pu être un peu plus haut, mais il a pas encore beaucoup joué avec Mayence, donc on peut pas trop. Puis ils ont perdu Hide Inosuga qui part à Shimizu. Il était très bon avec Shimizu en plus. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je trouve que c'est une grosse erreur de. Ah ouais. Oui. De pas avoir fait le nécessaire pour le garder. Ouais. Bon. Shimizu, je pense, embarque Sanga, ils sont en mesure de proposer des bons salaires ou quelque chose d'attractif, mais c'est vrai que Shimizu, ils peuvent aussi aller loin en termes d'attractivité, généralement. Puis Shoko Asada qui part au Kashiwari, ça, là. Ouais, ça, pas trop compris le projet, mais bon. Ils ont quand même perdu un Brésilien, attention. Ouais, Gustavo Barreto. Bon. Keita Matsuda, Fujieda, pas grand chose à dire. Non. Et pour finir, moi je vais passer sur mon flop et du coup Cass m'a volé Sanga, mais j'ai deux choses à vous proposer. Il y en a une que j'avais en backup mais qui a mal vieilli, c'est Machida. Alors Akimoto c'est très bien, Matsuo c'est très bien, moi j'ai un problème avec le mercato de Machida, c'est qu'ils viennent de se taper 2 saisons où le problème principal c'est le double pivot au milieu, ils ont recruté le nombre pharaonique de 0 milieu. Donc je comprends pas le projet. Alors, ils perdent Kotaro Yashi, ils le remplacent par Akimoto, pour moi ils gagnent au change. Ils vont rechercher Matsuo pour alléger un peu Soma, c'est très bien, Soma qui marque d'ailleurs. Mais Keiya Sento, Rei Shirasaki, Okuto Shimoda, Neta Lavi qui malheureusement fait un bon match face au FC Tokyo, ça reste quand même un peu light et pas sûr que face à des équipes à 11 déjà et surtout avec une grosse densité au milieu comme Kobe, ça se passe aussi bien.
Ouais, mais je vais pas critiquer leur mercato. Ils ont été recrutés l'immense Nicolas Guimaraes en provenance de la 7e division japonaise. Et ça, Ouais. Ichikawa, on sait pas trop ce qui se passe, mais cet été, ils ont envoyé 2 joueurs en pro. Ouais. Guimaraes à Machida et puis un autre à Ryukyu Okinawa, donc en Jitsu. Ouais. Ouais, on sait pas trop ce qui se passe là-bas, mais il y a quelque chose à surveiller. Voilà. Ishikawa, qui d'ailleurs, j'ai regardé, est un club qui est basé à Chiba. Je savais pas avant ça. D'accord. Tix. Bref. Non, je plaisante. Et du coup, mon vrai flop, parce que bon, Machida, en vrai, tu peux pas trop critiquer le mercato non plus, ça va être l'Avispa Fukuoka. Je vais leur reprocher un peu la même chose qu'à Kyoto, même si là, pour le coup, je pense pas que les agents, c'est surtout le syndrome du il y a une opportunité, on la prend. Ça a été systématique sur tout l'été. Ils ont été chercher des universitaires, c'est très bien, notamment Yui Sakai de Fukuoka. On sait qu'il y a un partenariat entre l'Avispa Fukuoka et l'université locale. Et ils ont été chercher Oriol Romeu de Southampton. Bon, il est cramé, faut être honnête. Ils ont été chercher le magnifique Keiyashi Hashi, que Gitu adore. Voilà. Voilà. Et qui a fait un match pourri face à Kobe. Ils ont été chercher Shumoro Oka, qui en soi est pas un mauvais joueur, mais il est tout le temps blessé, quoi. Ils ont été chercher Daiki Fukazawa, qui est quand même sur la pente descendante avec Verdi alors qu'il a que 27 ans, ça c'était terrible. Kennedy Mikui, un bon joueur, ça va. Eric Popo, il n'a pas été, comme je disais, il n'a pas été mauvais, il a été bon face à Kobe, même s'il n'a pas marqué. Maintenant, tu sens que le gars, quand même, tu lui mets un ballon dans les pieds, c'est dur, quoi. C'est pas un centre sur sa tête, ça rentrera pas, quoi. Et voilà, donc ça me paraît quand même un peu, enfin, c'est un mercato assez décousu. Surtout que dans un autre temps, déjà il se débarrasse en prêt de Yutaka Michiwaki. Je comprends pas le but de le faire venir 6 mois puis de l'envoyer en prêt, alors qu'il aurait pu gratter du temps de jeu cette saison pour le coup. Tant mieux si ça marche bien à Iwaki pour lui. Ils envoient plein de monde à Oita et à Kagoshima. Ça, il doit y avoir un agendaire qui se régale. Et surtout, ils ne conservent pas Nassim Ben Khalifa. C'est dommage parce qu'il offre un profil qui est quand même assez intéressant. Surtout pour aller chercher Warwick Popo, je suis pas sûr qu'il gagne vraiment au change. Donc voilà, globalement, pas fan de ce que fait l'Avispa, et puis j'ai un peu peur pour leurs finances, parce que Oriol Romeu, il doit pas venir pour 1000 yens et un Twix. Voilà, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur des pans de mercato qui vous plaisent pas, ou est-ce qu'on peut passer au top? Bah, moi, je dirais juste, je m'interroge, effectivement, c'est vrai, c'est le fait que Nagoya, il n'y a pas beaucoup de recrues. Pas aucune, littéralement, à Ouais, part c'est des pour jeunes. ça, c'est pas, alors, en soi, l'effectif est déjà assez bon, mais Et bah, à surveiller, hein. ouais, et bah ouais, j'avoue que c'est pas faux, surtout qu'en plus on a vu face à Shimizu que devant, Misha n'arrive toujours pas à trouver de dynamique sur son trio, ça manque beaucoup on va dire, de compréhension devant. Yoda Ikimura, qui d'ailleurs aurait dû être exclu pour une très très vilaine semelle, finalement il prend que jaune, je crois. Mais Yoda Ikimura qui est un peu partout et nulle part, qui empiète vachement sur Yamagishi parfois. En plus, Marcus Vinicius est toujours blessé, je sais pas quand est-ce qu'il va revenir. Mais ouais, c'est pas. Il manque peut-être un peu d'un élément offensif côté de Nagoya. Pas tort. Merci. Décidément, début de la saison 2 est déjà ultra pertinent. C'est... voilà. On va passer du coup au club qui fait pour vous le meilleur mercato. Vas-y, Guitou. Meilleur mercato, j'avais mis, mais pareil, c'est ce qu'on appelle le fleur du professionnel. J'avais mis le C Tokyo, ils en prennent 5 face à Machida. C'est super. Mais Pas de culture de l'instant, ne t'en fais pas, on va pas te juger. au moins, ça triche pas les filles, Oui. ça prépare à l'avance. Bah, surtout que tu as une certaine stabilité à Tokyo. En soi, pour résumer Tokyo, si tu gardes les joueurs les plus importants, tu continues avec ton coach qui a montré de très belles choses sur ce tournoi amical et la saison d'avant. Donc, je pense que Tokyo sera quand même intéressant à suivre. Ne pas oublier qu'ils ont fini à 10 assez vite sur une vilaine semelle face à Machida, je sais plus. Ouais, ça les a achevés. Ils n'étaient pas préparés sur ça. Kento Hashimoto, le latéral. Ouais. Oui. Parce que j'avais vu Hashimoto, je suis putain, non, c'est lui faire une erreur pas et non, mais c'est l'autre Hashimoto. Oui. Ils sont chiants à voir. Ouais, c'est terrible, hein. Vraiment, parce que le début de match VFC Tokyo était vraiment bon. Mais du coup, tu as Nikolai Valis qui arrive en provenance de Brøndby. Du coup, c'est un joueur en qui je pense que pas mal de personnes voient un bon potentiel, un bon espoir.
peut-être un futur Junker ou un Junker en mieux. J'espère en tout cas pour eux. Finalement, ils sont passés d'une équipe de boucher il y a 2-3 saisons à une équipe qui est sympa à voir jouer. Il y a du potentiel avec Shion Honma. On va voir s'ils arrivent quand même à le. Ouais, bah, Shanoma, justement, c'est utile de le dire parce que tu sens que c'est une recrue de la part du coach, Ouais. qui est l'ancien coach de l'Albirex. Et en plus de ça, c'était un joueur que Tokyo voulait vraiment. Déjà, il était très courtisé quand il était en G2 par beaucoup de clubs de G-League, mais Tokyo avait vraiment l'air d'être chaud sur le dossier avant qu'il parte finalement à la réserve de Bruges. Mais voilà, donc c'est plutôt à prendre comme recrue. Ouf, terrifiant ça. Ouais, Oui. c'est pour ça que j'ai bien aimé. Et tu conserves Inamura, qui je ne sais Oui. pas pourquoi il était au Celtic. Enfin bref, très bon coup ça de conserver Inamura qui Pareil. était en prêt. Recrue du coach. Hein. Le Après, retour de Soma Hanzai aussi. Oui. Ça, Ah oui. j'aime bien. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup. Pareil, lui, qu'est-ce qu'il a été foutre en de portugaise, on ne sait pas pourquoi. Mais au niveau des départs, en soi, t'en as un qui est prévisible, Yonosuke Sato, qui part à Valence, et un qui était un peu moins prévisible, qui était un joueur qui était quand même important, Keita Indo pour Kashiwa. Pour résumer Tokyo, tu gardes les joueurs les plus importants, et tu te renforces avec tu as un petit pari avec Nicolas Valli, c'est ce qui va réussir à s'adapter. Mais après, tu récupères des valeurs sûres tu conserves une valeur sûre et tu récupères une ancienne valeur sûre, Somanzai et Inamura. j'étais déçu que tu parles pas de Hirokazu Ishihara, parce que c'est pour moi, peut-être, là, hors valise, le meilleur coup de ce mercato, parce que tu vas chercher littéralement un profil ultra complémentaire à Seimu Roya, un gars qui sait courir, qui va être beaucoup plus fiable défensivement, et qui a déjà, malgré qu'il soit pas très vieux, il doit avoir 25 ou 26 ans, 27. à 27 ans. Bon, mais il a déjà plus de 200 matchs en pro. C'est vraiment une valeur sûre de la J1, Hirokazu Ishihara. J'ai pas trop compris pourquoi Urawa a laissé partir, mais c'est pour moi vraiment un super coup. De toute façon, départ qui va bientôt combler, apparemment. Donc... Oui. Et sinon, par contre, quand tu parlais d'Ayato Inamura, je trouve que quand même ceux qui s'en sont le mieux tirés dans cette histoire, c'est quand même le Celtic. Il a acheté 300 000, qu'il leur vend 1,5 million alors qu'il a joué moins de 100 minutes avec eux. Donc, Attends, c'est 1,5 million? Oui, il le vend. J'ai pas les chiffres, mais wow. Tokyo le récupère pour 1. Donc le Celtic fait 400% de plus-value sur un joueur qui a joué un match avec eux. Voilà. C'est terrifiant ça. Ça, c'est peut-être eux qui font le meilleur coup dans l'histoire. Et moi, les pigeons japonais, ça c'est classique. Ouais, et moi j'ai qu'une seule peur, c'est que les clubs européens voient ça et se disent oh putain, est-ce que ça pourrait pas devenir le nouveau modèle économique du stade de Reims? Ça, je me demande. C'est bon. Les preneurs d'otages avec le globe. Ouais, on en reparlera un peu plus. Voilà. Davey, tiens, donne-nous ton top mercato. Pour ma part, j'ai choisi de parler de Shiba, alias Shibrax pour les intimes. Disclaimer, alors, en termes de qualité intrinsèque plutôt, c'est pas le meilleur mercato, mais en fait, je trouve que c'est un mercato plutôt cohérent pour l'objectif de Shiba, c'est-à-dire le maintien, puis aussi à des profils que j'apprécie beaucoup. Alors, dans le sens des départs, on note surtout 2 départs avec Issei Takahashi, donc un latéral droit qui part du côté de Kobe de mémoire. Ouais. Une quasi, je dirais pas les gens du club, mais vraiment un joueur qui était là depuis tellement longtemps, les supporters ils ont eu mal. Hein. Oui, mais voilà. Et ensuite l'autre départ important, moins important quand même, c'est Carlinhos Junior qui part du côté de Omiya, donc il retourne en J2. Et déjà premier point important, donc ces 2 départs ils ont été remplacés, c'est-à-dire que Issei Takahashi a déjà été remplacé donc, par un profil que personnellement j'apprécie beaucoup. C'est Takahiro Ida, qui est passé par le Ventfort Kofu il y a 2-3 saisons. C'est un latéral, c'est un piston, enfin c'est un joueur qui joue principalement piston droit et qui a un profil très offensif, capable de répéter ses courses, qui peut facilement apporter le danger dans sa surface. Alors, contre Hiroshima, je ne sais pas pourquoi il a été aligné plutôt comme un ailier, mais bon, c'est le folklore, on va dire.
retenir qu'ils ont été le chercher un peu en urgence. Chiba, c'est pas un club qui a l'habitude de faire ses recrues en urgence, donc je trouve qu'ils ont plutôt bien improvisé sur ce profil. Je pense qu'ils avaient quand même dû le voir venir gros. Donc, et puis, un coup qui montre aussi que, quand même, Chiba, même si on les avait trouvés un peu timides l'hiver dernier, ils ont quand même un peu de sous de côté, on va dire, par rapport à un Mito, par exemple. Ah bah là les promus, ils ont bombardé les recrues. Mais... Ouais. Et après, DIB, pour revenir sur Ida, qui jouait dans cette défense à 3. Après, je sais plus comment il s'appelle, le coach de Chiba, nous a collé quand même 2 ailiers en tant que piston face à Hiroshima. J'ai apprécié l'audace, qui ont pris 3-0 malheureusement. Ouais, ils ont J'ai logiquement apprécié pris l'audace. 3-0. Vas-y, couche. Pour continuer du coup donc le départ de Carnier Junior qui de mémoire jouait plutôt comme avant-centre pour Shiba. Ouais. Bah lui il a été remplacé 3 fois. C'est-à-dire qu'ils ont recruté 3 avant-centres avec des profils différents. Bon, je crois que j'avais cité plutôt en parlant du flop comme en parlant du mercato de Frontale, ils ont remplacé donc du coup Harrison qu'on a cité plus tôt est arrivé au club, c'est lui qui a été titulaire contre Hiroshima. Harrison, il a l'avantage quand même de connaître déjà bien le championnat. Et même s'il n'a pas vraiment, enfin, ça n'a pas été une réussite à Frontale, je pense quand même que pour un club du calibre de Shiba, il peut pas mal apporter. Ouais, Il aurait dû marquer contre Hiroshima. Bon, malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. Il a raté quelques occasions contre Hiroshima et surtout Uchi, je crois que c'était Uchi dans les cages Hiroshima, a sorti quand même un très bon match globalement. Oui, c'est vrai, surprenant. Alors, il a vraiment sorti un bon match, j'étais ok, pourquoi pas. Ensuite, Ken Yamura, donc, qui a un profil beaucoup plus vif, qui a surtout performé en J2, mais à rigueur à la rotation, pourquoi pas. Et puis je ne suis pas sûr, peut-être qu'il peut jouer aussi sur une aile éventuellement. Oui. Ouais, je pense même qu'il était plutôt recruté pour jouer sur une aile. Et enfin, le dernier avant-centre recruté, c'est un joueur qu'on connaît un peu plus en Europe. C'est Leonardo Rocha qui a été recruté de Pologne, alors de mémoire, parce qu'il a fait plusieurs clubs en Pologne, Leonardo Rocha. Je crois qu'il sort de Radom. Non, du Rakov. Rakov, voilà, parce que Radom c'était le premier club quand il est arrivé en Pologne. Et donc du coup là c'est Rakov. Bah, Leonardo Rocha c'est un profil différent, c'est-à-dire que déjà il fait 2 mètres. Oui. Ça aide donc c'est un excellent joueur de tête. En gros ça peut, si les centres suivent, ça peut vite être un calvaire pour les défenses de G-League. Ouais. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'a pas eu un centre sur le premier match. Il n'y a pas eu un centre dans les airs sur le premier match de Chiba. Bref, vas-y, continue. Et Leonardo Rocha, c'est un peu enfin, pour conclure sur l'attaquant, Leonardo Rocha, c'est un peu la preuve que Shiba a quand même des moyens et n'hésite pas à les utiliser. Leonardo Rocha, il a coûté, je crois, 1,1 million d'euros. Enfin, l'équivalent d'1,1 million d'euros. Ensuite, pour le reste, il y a encore d'autres recrues à présenter. Donc, il y a, je les connais un peu moins ces recrues-là, mais on a Mateus Indio, milieu défensif qui a un peu bourlingué à droite à gauche, c'est-à-dire qu'il a joué au Brésil, il a joué au Portugal, il a joué en Chine. Il était très bon en Chine. Je pense que voilà, Kylian pourra nous en dire davantage s'il le faut. Et enfin, dernière recrue, c'est Daniel Hall, un défenseur central australien qui a joué environ une centaine de matchs à Auckland et aux Central Coast Mariners en A-League. Et qui était titulaire contre Hiroshima. Bon. Pas grand chose à en dire sur son premier match, j'avoue. Ouais. Compliqué, parce que Chiba fait encore une fois pas un si mauvais match, mais il tombe surtout sur un Hiroshima très clinique, avec un excellent Akito Suzuki en plus. Et il joue mal des coups, moi je me rappelle, je crois que c'est un 4 contre 3 à un moment. Qu'est-ce qu'il négocie? C'est affreux. Mais ouais, après, c'est vrai qu'ils ont fait un très bon match. Pour moi, malgré le 3-0 contre Hiroshima, Hiroshima à l'extérieur comme premier match, j'avoue qu'il y a peut-être plus facile.
Moi, je pense quand même que la mayonnaise peut prendre. Faut juste que le coach, par contre, il arrête de faire des bizarreries, genre 2 ailiers en piston, s'il vous Oui. plaît. D'ailleurs, en plus de ça, à l'extérieur, en plus de ça, Hiroshima qui battait son record d'affluence dans son nouveau stade. Reprise en J1, donc avec un gros public en face aussi. Oui, ah ouais. Très bien, très bien. Cast, ta bonne surprise, ta bonne appréciation de club qui t'a dont tu apprécies le mercato. Alors, c'est vrai que j'aurais pu parler d'Urawa, j'aurais pu parler d'autres promus, mais il y a un club qui faisait pas un mercato de fou il y a encore quelques jours, mais là, il y a 2 recrues qui m'intéressent énormément. C'est le Cerezo Osaka. C'est-à-dire que bon, il faut monter Shimezie Kai Eze Mukwe, je sais pas comment ça se dit, Oui, c'est bien. en A. Bon, c'est un jeune international, mais bon, ça m'étonnerait qu'il puisse gratter quelques minutes, ça m'étonnerait encore. Koto Abe en prêt du Jubilo, là pareil, bon, si c'est en prêt, je sais pas trop pourquoi, sachant que bon courage pour venir concurrencer Kosuke Nakamura. Yota Komi de Kashiwa, bon, ça peut être bien pour tenter de le relancer. Ça reste un jeune avec un certain potentiel, on va dire. Mais ils vont aussi chercher Raya Hayashi de la Kokushika University. Mais moi, je retiens surtout, parce que bon, si c'est que ça... attends. Il y a quand même le retour de Nico Takahashi d'Almer City, aux Pays-Bas. Je pense qu'en plus, il revient pour être quasi titulaire. Il était déjà titulaire lors de la première journée. Donc, pourquoi pas, c'est un retour à prendre quand même. Mais surtout, l'arrivée, par exemple, de Jackson Irvine, Ouais. l'international australien en provenance de St. Pauli, dont il était le capitaine. Donc ça au mitard, ça peut vraiment être, on va dire, un meneur d'hommes. C'est hyper romantique. Je pense que les suiveurs du football allemand s'y attendaient pas. Nous non plus. Je pense qu'on a tous été pris de court avec l'annonce. Faut dire que le Cerezo, je sais pas, on va pas dire qu'il recrute en sous-marin, mais c'est vrai que les infos elles paraissent que le jour même. Genre Jackson Irvine, c'est paru le jour même, il est annoncé dans la journée. Ils arrivent à plutôt bien gérer leur surprise. Ça, on a trop hâte de le voir. Et puis surtout, là, ils vont bientôt officialiser l'arrivée de Pablo Sabag, l'international syrien, en provenance de Al Ahly à Tripoli, donc en première ligue. Ouais, libyenne, c'est ça. J'ai failli dire libanaise par. Ah mais non, non, ouais, libyenne. Mais non, c'est pas du tout le même pays. Et surtout, bon, bah, c'est un joueur qui connaît très très bien le championnat asiatique parce qu'il a été meilleur buteur de K-League en 2025 avec 17 buts. C'était à Suwon, je crois, Suwon FC. Suwon FC. Ils descendent pourtant. Oui, c'est vrai. Et non, franchement, là, que dire. Enfin, tu vas chercher Jackson Irvine et Pablo Sabag en sous-marin là comme ça. Je sais pas, mais ça te donne envie de voir. En plus, sous un nouveau coach, Pablo Machine, qui a l'air qui je pense pourra faire du bon travail. Puis bon, on prend si Pablo Sabag peut bench Sakuragawa, on prend. Oui. On prend largement. Voilà. Et en plus, pour le coup, sans avoir le même profil, ils auront quand même des utilisations qui seront similaires. Donc je pense que Pablo Sabag va vite passer devant Sakuragawa. Ouais, de toute façon, en termes de niveau, je crois qu'il n'y a pas photo. Je préfère 1000 fois avoir Pablo Sabag. Ouais. Sachant qu'ils ont toujours quand même quelques bons joueurs. On a toujours ce bon vieux Kagawa, Yumeki Yokoyama, qui est toujours là, qui fait partie de ces joueurs d'Imabari qu'il fallait absolument aller chercher. D'ailleurs, Kagawa passeur décisif pour Yumeki Yokoyama sur le deuxième but de Cerezo. Incroyable. Il y a quand même... Attention, j'ai vu qu'il y avait des intérêts à l'étranger, notamment je crois en Azerbaïdjan pour Dayan Kouls. Donc c'est quand même leur arrière droit quasi titulaire, peut-être même vraiment titulaire. Donc attention à surveiller dans le sens des départs aussi, parce que c'est pas, mine de rien, c'est pas fini, mais non, ils ont vraiment un effectif plutôt correct. Je sais pas trop ce qu'ils veulent faire d'Eiji Kubo, mais il a que 18 ans aussi. Parce que bon, c'est vrai que il est arrivé, mais voilà. On verra. Ils ont quand même perdu Nelson Shiwatari et Motohiko Nakajima. C'est pareil. Puis Ryosako, c'était un bon jeune aussi, mais bon, il part à Tochigi, on verra. Tochigi SC. Ouais. On parlera un peu plus tard. Voilà. Mais c'est marrant, tu parles de Nakajima, du coup, il a raté un penalty avec Fujieda hier pour son retour. Aïe. Bref. Ouais, c'est d'accord. D'ailleurs, pour Pablo Machin, c'est vrai que j'étais un peu sceptique parce qu'il arrive alors qu'il était sur beaucoup d'expériences assez compliquées, mais j'ai l'impression que si tu lui donnes un peu de temps, l'avantage c'est que personne va vraiment attendre le Cerezo cette saison, donc globalement, je pense assez tranquille pour travailler. Très bien.
Et moi, donc, pour mon top, j'avoue que j'ai pas de top vraiment qui se dégage totalement. J'hésite entre 2 points. J'aime bien le travail d'Urawa, dans le sens des arrivées, mais aussi des départs, parce qu'ils ont enfin réussi à se débarrasser. Ils sont débarrassés de beaucoup, je pense, de gros salaires. Shoya Nakajima, Hiroki Abe, Takahiro Sekine aussi, même si ça reste un joueur qui a beaucoup apporté au club, c'était compliqué depuis un an. D'ailleurs, qui a marqué aujourd'hui Ouais. avec Sydney. Ouais, très bien pour lui. Ouais, Ouais. Et à la place, ils ont été chercher des joueurs intéressants. Le petit Shuta Sasa d'Imabari, voilà, qui était un des joueurs, voilà, qui un faisait des partie jeunes à des prendre. joueurs, Ouais. justement. Voilà. Voilà, c'est ça. Il y en a encore un, mais on va pas le mentionner, sinon non. les scouts. Gérard, le Saka a repris, mais on te garde à l'œil, Gérard. Voilà. Tu vas chercher Kotaro Hayashi aussi, une très bonne prise, qui a fait un bon premier match. Harumi Minamino qui a marqué aussi, qui apporte ce profil différent, qui va faire du bien à Urawa. Donc c'est cohérent, on sent vraiment une volonté pas de repartir à zéro, mais de changer beaucoup de choses. Urawa, il y a eu beaucoup de changements de staff avec l'arrivée de Joguije qui a ramené ses adjoints. Il y a un changement de préparateur physique, il y a un gros renouvellement d'effectifs. Maintenant, faut aller dans cette direction, faut construire comme ça. Ouais. Ils ont quand même fait les chaises musicales au niveau des gardiens, je suis un peu perdu. Ils en ont perdu pas mal, ils en ont signé pas mal, ils sont encore sur un autre gardien, c'est n'importe quoi cette histoire. On dirait le PSG. Ouais, oui, effectivement. effectivement, voilà. Mais ouais, ce serait intéressant, c'est un projet intéressant sur Urawa pour le coup. Sans être positif pour leur saison, je serais quand même moins négatif que je l'ai été les années passées. Du moins dans ce qu'on voit dans les Puis ils ont été chercher des noms, quoi. C'est-à-dire que ça reste Harumi Minamino, Kotaro Hayashi, etc. Ça reste des noms de G-League, c'est des noms qu'on connaît dans le championnat, quoi. Je veux dire, c'est pas des inconnus au bataillon. Ouais. Il faut quand même, je pense qu'il y a dû y avoir quand même une petite prise de risque. Faut quand même aller déloger Minamino du Gamba. C'est un joueur qui monte en puissance, que je pense le Gamba aurait voulu conserver. Donc faut quand même le convaincre de venir. Thème pour Kotaro Hayashi, qui est dans un des clubs les plus riches, du moins les plus aptes à mettre de l'argent, Machida. Donc voilà, c'est des investissements, mais qui sont pour une fois cohérents. Donc on a envie de voir que ça réussisse. Et puis il y a quand même des rumeurs mercato, je sais pas si tu t'allais en parler. Non, vas-y. Déjà, il y avait, en fait, c'est-à-dire que Urawa, de base, c'est un club, désolé de le dire, mais il y a une identité profondément anti-coréenne. Et pourtant, leur nouveau manager, c'est Joguije, qui est un Zainichi. Ouais. Ils ont, en équipe jeune, il me semble qu'ils ont je sais pas si c'est le fils, j'ai un trou de mémoire, l'ancien gardien de Kawasaki. Oui. Ouais, merci. Il y a quand même de plus en plus, parce que on se souvient de Tadanarilis, parfois c'était difficile, c'est-à-dire que lui il performait, mais il n'était pas toujours vu en bien par les supporters. Ils sont toujours apparemment sur Yoon Iseo. Je sais pas s'il a trouvé un club depuis, mais depuis mi-juillet, il y a la rumeur. C'est un jeune milieu de terrain sud-coréen de la Shinpyeong High School qui a plutôt été très très bon justement avec son lycée. Ils sont sur le gardien de but tunisien Sabri Ben Hassen. De l'étoile sportive du Sahel, je crois. Ouais, ça fait un moment que c'est annoncé, mais on a toujours Ouais, c'est vrai. En fait, il y a des pistes qui sont depuis un moment, mais qui tardent un peu, je trouve. Du côté d'Urawa, c'est pas quelque chose auquel ils nous habituent toujours, je trouve. Donc à voir en plus, parce que lui, je sais pas s'il viendra en tant que numéro 1. Pour moi, ce serait numéro 1, mais je sais pas. Je pas certifié, parce que Nishikawa, il est incroyable. Ouais. Il a encore eu quelques bons réflexes en match d'ouverture. Et puis surtout, en arrière droit, ils s'apprêtent à compenser le départ de, je ne sais plus. Bref, ils s'apprêtent à aller recruter Miki Yamane du LA Galaxy. Donc ça, c'est vraiment pas si mal. Alors, Chiara qui est parti. Ouais, merci, voilà, c'est vrai. Le truc, c'est que ça peut manquer de créativité dans le sens où, allez, tu vas encore chercher un expat, un ancien international, et encore, il peut encore être international parce qu'il y a encore de la place à ce poste-là en sélection. Mais ouais, donc ça, c'est super bien si ça se fait, franchement chouette. Ça tarde un peu à officialiser, je trouve, mais on verra. Puis surtout, aujourd'hui, ce qui est tombé, c'était Tatsuki Seko, l'ancien de Kawasaki, qui devrait signer en provenance de Talk City. Ça peut être un excellent profil pareil pour le milieu de terrain. Je pense que personne dit non. Évidemment, tous les anciens de Kawasaki veulent jamais revenir au club, on ne sait pas pourquoi. Oui, vraiment. Hein. Vraiment ça, un truc. Shogota Niguchi, c'est vraiment personne ne veut revenir. Jure, ils essayent de. Non, après, ouais, encore un expat, hein, c'est Urawa de toute façon, ils sont comme ça. Mais pareil,
c'est même dans le sens des rumeurs, on va dire, des rumeurs ou des infos mercato, c'est que des bons noms, je trouve, à prendre. C'est vrai. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Ah, totalement, totalement. Après, pour moi, il va quand même manquer encore un gars en défense centrale parce que Danilo Boza sort un match pourri, faut être honnête. Attends, Face vas-y, il à... y a qui comme défenseur central expatrié là qui a besoin Ah, de. je sais pas. Ah, Shogo Taniguchi, c'est le gars qui. Non, mais vraiment, Danilo Boza, je sais pas si vous avez le troisième but du Gamba. T'as deux joueurs du Gamba à 5 mètres du but seul. Et littéralement seul. C'est. Certes, Urawa était à 10 à cause de l'expulsion. Je préfère pas dire ce que j'en pense de Savio. Mais là, c'est vraiment du grand n'importe quoi qu'il a fait. Euh, Terrible. mais oui, il va manquer encore pour moi, si tu veux vraiment jouer haut, d'au moins un défenseur central, surtout que Jogwidje joue à deux, enfin à 3 ou 4, ça alterne un peu, c'est un peu bizarre son animation derrière, mais risque de jouer globalement dans la saison à 3 derrière et ça manque un peu de profondeur. Mais voilà. Voilà. Et juste pour finir sur les bons mercato, même si pour l'instant il n'y a que 3 joueurs qui sont arrivés, j'ai envie de dire un peu de bien du Vivaren Nagasaki. Parce que donc ils ont été chercher Kanta Doi en prêt du FC Tokyo, Kenshin Yasuda Doita qui était prêté en Belgique l'an dernier, et Takuma Ominami de Louvain. Ominami et Doi ont joué aujourd'hui et ils ont été bons, surtout Ominami face à Kyoto, qui a vraiment été très solide. Et c'est des recrues qui sont intéressantes, qui sont globalement jeunes. Et bon, après, Kanta Doi, c'est qu'un prêt, hein, mais je sais pas s'il y a une option d'achat mais qui sont assez jeunes et qui pourtant déjà ont l'expérience du haut niveau. Et c'est dans la lignée de ce que fait Nagasaki. C'est cohérent. Il n'y a pas tout qui a été changé, même si le club a terminé 9ème de la zone ouest. Il y avait quand même beaucoup de bons tirés. Et là, on le voit pour l'instant, sur la première journée, ça a été très bien parce qu'il gagne 2-1 face à Kyoto, mais il pouvait en mettre déjà 4 avant la mi-temps. Ouais. Donc voilà. Bah, puisqu'on est sur les promus, bon, le truc c'est que quand on dit promu pour les spectateurs, oui, ils étaient là Oui, pendant oui. la ligue du centre, enfin c'est pas le centenaire, mais pour les Ouais. prochaines, enfin, ils étaient là dans le championnat spécial, mais bon là on les considère vraiment comme promus, c'est à partir de cet été d'ailleurs Oui. qu'ils ont vraiment commencé à s'activer sur le marché des transferts. Euh, il y a le mytho Oliok quand même alors on sait pas trop ce que ça va donner hein, parce que je pense que bon ils savent qu'ils sont malheureusement candidats à la descente mais ils peuvent surprendre hein, comme d'hab on est ouvert malgré la perte de Kokiando qui va à Antwerp par exemple mais ils sont revenus un peu je trouve à leurs origines sur certains choix c'est-à-dire qu'ils ont été chercher pas mal de jeunes. C'est un club qui travaille beaucoup avec les jeunes, mais surtout ouais, ils ont tenté des pas mal de prêts. Hein. Yu Funabashi, Motoki Nishihara, Kotaro Uchino aussi, qui T'as était prêté au marqué. Vissel Kobe la saison Ouais. passée. Voilà, en plus qui a marqué sur penalty, je crois. Je sais Oui, pas c'est si... ça. Face à Kashiwa. Ouais, Kashiwa. Slovic aussi, Jakub Slovic. Comme de Yokohama FC, c'est pareil, c'est un gardien qui connaît bien le championnat. En plus, je pense qu'ils avaient besoin de concurrence au poste de gardien, Oui. parce que leur gardien n'a pas nécessairement donné totale satisfaction, donc ça c'est C'est le excellent. cas de le dire. Ouais, c'est. Merde. Puis bon, bah, Kaito Taniguchi de Central Coast, franchement, c'est pas mal, hein, je trouve, en attaque, c'est très chouette. En plus, bon, il fuit la situation là, du Central Coast qui est assez chaotique en A-League. Il y a quelques noms, voilà, il y a l'expérience. On verra ce que ça donnera. Kimoto, c'est pas mal aussi pour l'expérience. Une fois de plus, c'était pas le meilleur défenseur central du championnat, mais ça va dire que son niveau a pas mal baissé depuis quelques années. Mais je pense que pour un club comme Mito, on va pas s'en plaindre. Ouais, Mercato, t'as raison. De toute façon, on va reparler de Mercato un petit peu après, là. Donc, parce qu'on a 2-3 transferts encore assez intéressants à commenter. Ouais. Voilà pour le débat du soir, globalement, sur les meilleurs et les pires Mercato. On va passer à la troisième partie, le pêle-mêle G-League. Voilà, donc quelques actualités, quelques infos récentes. Déjà, la Chiba Gin Cup, voilà, la traditionnelle coupe entre de Chiba, pardon, entre Kashiwa et le JEF United. Parle-nous un peu de cette édition, Guitou. On va aller très vite. C'était pas fou. Ouais. Qu'est-ce qu'on retient de ce match? Alors, côté Kashiwa, Osoya a pas joué et Kakita, il a toujours des parpaings en guise de pied. C'est assez fou, même s'il a marqué face à Mito. Une belle action tout de même. Et Keita Endo, on en reparlera plus tard, mais il va faire un bien fou sur le côté. Je pense que c'est le remplaçant spirituel de Koyematsu.
Le duo Nakagawa-Kumasaka, enfin mes rêves deviennent réalité. Ça a streamé. Oui. On stream fort. Shimano derrière avec Koga, c'est un oui majuscule. C'est un très grand oui. Rei Shimano, ancien gros prospect universitaire, qui a été replacé derrière par Ricardo sur ce match. Et franchement, un régal. Les coups de pied arrêtés, on est toujours aussi nuls, que ce soit offensivement ou défensivement. Et Kenshin Yuba et Shusuke Furuya, Menam. On se régale avec les deux là. J'ai hâte de les voir. Et côté de Chiba, si on sait pas quoi faire, on donne le ballon à Kazuki Tanaka et on prie le bon Dieu. Harrison a sûrement dû abuser de pas mal de barbecue cet été, vu son état de forme. Et Chiba est dangereux sur coup de pied arrêté, mais je me pose la question, est-ce que c'est pas juste que Kashiwa est très nul sur coup de pied arrêté? Voilà ce que je peux dire sur le Chiba Game Cup. Eh bah très bien, effectivement. Et le score final? Un partout ou 0-0, je sais même plus, tellement je me suis fait chier, et on a gagné au penalty. Très bien. Très bien, très bien. Autre actu récente, enfin récente, ça commence à dater, mais on a un peu tardé à tourner. C'est Kazuyoshi Miura, buteur avec Fukushima United. Le club de G3 a affronté il y a quelques semaines le club d'Iwaki Fukuoka, qui évolue en deuxième ligue Tohoku, donc la 6ème division japonaise. Un match qui était dans le cadre des tours préliminaires de qualification à la Coupe de l'Empereur pour la préfecture de Fukushima. A noter bien sûr que son club s'est largement imposé, j'ai plus fort, je l'ai même pas noté. C'était 7-0, Ouais, il me je me semble. souviens plus, c'est un truc comme ça, ouais. Ouais. Mais on peut rire, je crois qu'il était titulaire en Oui. plus. Oui. Et non, il a une grosse vista sur le but. Il a des restes, papy. Mais c'est abusé, vraiment. Je te jure que si t'as besoin d'un mec qui bouge pas sur le terrain mais qui te fait des tapines de fou, en fait, faut prendre Casu. Mais en fait, tu sens que physiquement, forcément, à 60 balais quasiment, il est rincé. Mais justement, dans ce genre de match où en face, t'auras pas une grosse adversité athlétique, il est encore là, quoi. Puis bon, le gars le gars a plus de 59 ans. Faut se dire, ok, ça a beau être une D6 en face. À un moment, en plus déjà, Fukushima avait fait pas mal tourner. C'est bon, ça reste des jeunes, ça reste des joueurs quand même, en pleine carrière ou j'en sais rien. Donc tu te dis, c'est pas rien, quoi. Ah oui. Donc en plus, Iwaki Furukawa, c'est un club sur la pente ascendante. Donc, qui sera normalement pas dégueulasse en Tohoku League South, de Ligue 2 South, normalement, cette saison. Donc, voilà, c'était très intéressant. L'actu la plus importante du week-end, on a déjà parlé, voilà, donc c'était Shin Midera, donc buteur pour son premier match en pro, voilà, on en a déjà parlé, mais c'était juste pour le rappeler. Né en 2010 quand même, hein, donc tout juste saison, ça fait plaisir. J'ai envie de revenir sur quelques transferts de J1 et parler de quelques cas qu'on n'a pas encore évoqués. Et le premier, c'est Oberdan, qui est Fagiano Okayama, parce que c'est un transfert qui dit beaucoup de choses. Donc le Fagiano a levé l'option d'achat de 1,2 million d'euros, si je dis pas de bêtises, à Jeonbuk, donc un des cadors champion en titre, je crois. Champion en titre? Non, peut-être pas, je sais plus. Bref, un des cadors du football coréen, sud-coréen. Alors que le Fagiano va jouer... le maintien, je pense pas. Ça va plutôt jouer aux alentours de la 12-13e place pour moi. Et ça rappelle, c'est un transfert qui rappelle un peu Song Bum-keun à l'époque à Shonan. Et qui montre à quel point la J-League a pris une avance phénoménale économiquement sur la K-League. On parle vraiment d'un titulaire haut de tableau de K-League qui signe dans un petit club japonais. Donc un petit club qui était capable non seulement d'aligner les frais de transfert, mais aussi d'un salaire beaucoup compétitif. Et d'un côté, ça peut rassurer pour le football japonais, d'un autre, c'est quand même assez inquiétant pour le football sud-coréen, Cast. Et déjà qu'ils sont en souffrance, je pense qu'on a entendu tellement d'histoires. Il y a peut-être une autre histoire qu'on abordera dans un prochain épisode de Saka concernant aussi certains arbitres, mais il y a, comment dire, il y a une sacrée souffrance, y compris même pour prendre des joueurs binationaux. Il y en a même qui préfèrent, alors que le Japon pourtant c'est pas le pays qui travaille le plus sur ces binationaux, même si on sait qu'ils y travaillent, mais pas, il y en a pas énormément. Il y en a même des Sud-Coréens maintenant qui préfèrent évoluer sous les couleurs du Japon. Même ceux qui seraient pas appelés en équipe nationale, comme Igyu Park. Non, c'est terrifiant. Ils arrivent même à piquer de plus en plus de jeunes qui sont issus des lycées, des lycées sud-coréens ou universités. Pourtant, c'est des jeunes vraiment pas dégueux, y compris pas mal de gardiens qui justement sont très très bien formés en Corée du Sud. Ça, il y a aucun souci.
Ouais, vraiment, la G-League écrase la K-League en termes de santé financière, sur la gestion, etc. Il n'y a pas photo. Ouais, totalement. Et c'est quelque chose qui va se confirmer encore plus parce que les clubs qui montent ces dernières années en J1, alors pas tous, hein, pas Mito, ça reste un petit, mais quand tu vois un Nagasaki, même un Fagiano qui finalement a un gros actionnariat, Machida, etc., il y a 2 ans, c'est des clubs qui ont Ouais. un Au très Séoul, gros chez Mizu. actionnariat. Ouais, non, mais je parle juste sans Moi, je sais, mais pas des transferts, juste des clubs en eux-mêmes. c'est vrai C'est des que clubs qui ont un très gros actionnariat, ce qui manque beaucoup au football sud-coréen. Donc, ouais. ouais. S'ils veulent, on leur offre Jun Ishikawa à la limite. Oui, voilà, qui était sur le banc ou qui était même pas du tout là, il me semble, avec le Fagiano. Fagiano qui avait Ouais. aligné Nasanko aussi, hein, sa nouvelle recrue, dans de Oui, Machida. ça c'est bien joué ça. Ouais, alors il a fait pas un très bon match, hein, mais bon, j'en veux pas. Ouais, mais t'inquiète. Moi, je le trouve super fort. Ouais. D'ailleurs, pour parler du Fagiano vite fait, un petit mot pour un de mes joueurs préférés, Noah Kenshin Brown, qui marque son premier but en J1 avec le Fagiano, voilà. À 25 Ancien ans, de- j'ai l'impression qu'il a encore 18 ans. Oui, vraiment ancien de Numazu, formé à Yokohama F Marinos, né à Montréal, au Canada, voilà, au Québec. Et donc, il marque son premier but en J1. Donc, ça fait plaisir en espérant qu'il ait du temps de jeu cette saison et qu'il comme ça. C'est un joueur, on sait, qui est très prometteur, mais qui a beaucoup de mal à s'adapter à chaque fois quand il monte d'un cran. Mais bon, là, ça fait un peu plus d'1 an qu'il est. Il a fait un prêt vite fait au Jubilo, mais ça fait un peu plus d'1 an et demi qu'il est en J1 et enfin, il commence à percer, peut-être. Donc, ça fait plaisir. Autre transfert intéressant, on a déjà parlé, j'avais noté Jackson Irvine et Kotaro Chino, on en a déjà parlé. On va parler un peu, moi j'ai envie de parler de Shuei Mizoguchi, parce que Verdi a fait un très bon match face à Kawasaki, j'étais très agréablement surpris de ce qui était proposé. L'égalisation de Romanic en fin de match, elle m'a fait vraiment mal, parce que Verdi avait vraiment été supérieur sur la deuxième mi-temps. Et Ouais, mais ils ont fait n'importe quoi. Défensivement, oui, la passe décisive. oui, mais ils ont très mal géré aussi en première des situations de contre, hein, des 3 contre 2 voilà. Mais par contre, Shuei Mizoguchi a fait un bon match en positionné piston gauche, donc prêté par Kashima, en espérant que ça soit enfin sa chance, parce qu'il a eu des phases où il était titulaire, notamment quand Koki Anzai était blessé, mais il a jamais pu s'installer définitivement à Kashima, et donc là, à 22 ans, c'est un très bon coup pour Verdier, qui reste sur sa bonne dynamique pour l'instant dans le jeu, ce qui avait été proposé pour la Vision League début 2026. Autre transfert de quel j'ai envie de parler, c'est Rio Germain à Shimizu. Donc Shimizu qui a fait beaucoup de recrues. Et j'ai été très sceptique et finalement ça s'est très bien passé. Déjà pour Dieguinho au milieu, qui remplaçait entre guillemets sur le papier Zento Uno et Mateus Bueno. Et qui a fait un très bon premier match, notamment par son activité, qui a beaucoup bloqué les transitions entre le milieu et l'attaque de Grampus. Et surtout, le joueur qui m'a fait bonne impression, c'est Rio Germain. Pas tant en première mi-temps où il avait beaucoup de déchets, mais il a beaucoup proposé. Il jouait un cran derrière, donc pas en pur avant-centre, parce que devant lui, il y avait... putain, comment il s'appelle, Kitagawa. Et Oseun, mais ça s'est très bien passé pour lui, et je pense qu'il peut vraiment apporter à Shimizu, parce que ce genre d'attaquant, d'espèce de faux neuf pour jouer au milieu, c'est ce que Yoshida avait fait à l'époque avec Miyashiro, et je pense que Rio Germain peut parfaitement rentrer dans ce profil de joueur. Donc je serais très curieux de voir ça. Et puis, pour finir un peu sur les recrues, Sébastien Haller donc a fait ses débuts avec le Sanfrecce dans la victoire face à Chiba. On l'a pas trop vu non plus, mais voilà, le temps qui s'acclimate. Et on a hâte de voir ça. Et puis pareil pour Jordan Tell en J3 avec le FC Gifu, qui a joué quasiment qui a joué plus de 30 minutes face à Shiga. Pareil, pas de but, pas de passe D, mais une acclimatation tranquille. Donc deux anciens du football français qui ont fait leur début en J-League. D'autres transferts à rajouter, messieurs, qui vous intéressent? Et juste Keita Indo Ouais. Keshua, comme j'en ai rapidement parlé, pour moi, c'est un peu le successeur spirituel de Koyamatsu d'il y a 2 ans. Il va vraiment nous apporter sur ce côté gauche où vraiment il nous manquait cruellement quelqu'un de haut niveau, soit offensivement, puis de toute façon, il a le fond pour jouer piston. Yamanouchi jouait
de temps en temps piston gauche, mais de 1, c'est un droitier, de 2, c'est un chien fou. Après, Keita Endo, c'est pas dans le même style, mais il peut vite devenir assez fou de par ses courses à rallonge. On n'arrivera jamais au niveau de Koyametsu là-dessus. Mais même si jamais, du jour au lendemain, Ricardo change son système de jeu, Keita Endo pourra très bien jouer dans un système en 4-3-3 sur un côté. Effectivement, c'est un joueur qui est très polyvalent. Mm. Donc, Bah, vas-y, Cast. ouais, je me permets, de manière générale, en fait, on a le mercato de Hiroshima. Je veux dire, ça a cherché Takuma Asano. Ça, Oui. c'est une recrue de dingue. Je trouve qu'il avait encore large le niveau, même s'il était remplaçant à Mallorca. Mais je trouve qu'on le sous-estime pas mal. Malheureusement, il s'est blessé en préparation. C'est pour ça que j'en ai Donc, pas ça, parlé. en plus, une grosse blessure. Donc ça fait très très mal. Mais il y a aussi surtout Takumu Kawamura de Salzbourg, le Oui. retour. Il a été mangé par les blessures. C'était pas forcément un souci de niveau, quoi. C'est vraiment les blessures qui l'ont tué. Donc On là, saura c'est jamais bien. finalement. Il éteint l'incendie, il rentre au pays, 26 ans. Ouais. On verra, il peut apporter. C'est très bien pour Hiroshima. Totalement. Hiroshima, franchement, ça va être à suivre, hein, parce que là maintenant, avec l'arrivée de Haller, tu as ta solution, entre guillemets, je vais pas dire solution de secours, parce que Haller c'est bien plus qu'une solution de secours, mais tu compenses le fait que Akito Suzuki, il est bon un match, et le match d'après, il va tirer 10 fois au-dessus, quoi. Donc là, t'as... Voilà. Oui. Et pourtant, ouais, en buteur, ils ont quand même perdu Sota Nakamura qui est au Havre. Ouais. En prêt, ça reste un prêt. Bon, je crois qu'il y a une OA, oui, il y a une OA, il me semble. Puis, Rio Germain, mais. Ouais. Et Kinoshita. Et Kinoshita. Oui, après, Germain et Kinoshita, malheureusement. Ça s'est pas bien passé. Ils ont prêté Kellen Hill à l'ancienne, à Akita aussi. Ouais. Ouais, puis il faudra voir, et entre guillemets, ils ont une nouvelle recrue aussi, c'est Keisuke Osako, qui est pas parti. On en parlera en fin d'émission, mais voilà. Oui. C'est enfin un de plus. Donc, donc voilà. À voir si Seiyochi est conservé. Parce que c'est un joueur qui s'est révélé et qui a surtout joué du côté de Matsumoto Yamaga en J3, qui est un très bon gardien, qui avait peut-être le meilleur gardien de la saison 2024, et qui était parti donc du côté du Sanfrecce. Et il a entre guillemets eu enfin sa chance, vu que Keisuke Osako n'a pas fait toute la prépa. Donc voilà, intéressant. On va continuer de parler un peu de Mercato, mais du côté de la J2, parce qu'on va vite fait aborder un club qui a totalement craqué sur le marché des transferts, c'est le Jubilo Iwata, qui s'est offert la petite somme de 16 recrues depuis juillet. 16 recrues pour la formation de Shizuoka, des universitaires avec Kazuki Matsuda de Juntendo, Keita Matsuhashi de Tokai, Kota Kuwabara de Kansai et Naoya Koike de Hosei. Deux jeunes avec Kento Nishioka qui arrive de la U18 et Yuto Iwashita qui arrive du lycée Tokai Shizuoka Shoyo. Et aussi des recrues compulsives de J1, de J2 et du Brésil, à chaque fois en prêt ou en transfert. Yuri Lara de Mirasol au Brésil, Ryonosuke Ota du Fagiano Okayama, Leon Nozawa du FC Tokyo, Motoki Ohara de Sanfrecce Hiroshima, Iago Teles de Londrina au Brésil, Joao Victor de Berceau au Portugal, Ayumi Niekawa d'Urawa, Takashi Inoue du Vissel Kobe, Danilo de Mito Hollyhock et Daiki Sato, l'excellent Daiki Sato du Blaublitz Akita. Un effectif pléthorique avec 41 joueurs sous contrat actuellement. Voilà. Attention, on rappelle. De K-League ou quoi? Voilà, c'est vraiment. On rappelle que le Jubilo est en grave danger financier il y a 4 ans. Voilà. Donc visiblement, ils n'apprennent pas trop de leurs erreurs. Et honnêtement, sur toutes ces recrues, il n'y en a pas beaucoup qui me transcendent. Moi, le problème est là. Puis bon, souci financier, tu vas chercher Takashi Inui, il doit pas avoir le salaire. Non, mais ouais, c'est difficilement compréhensible quand même, la stratégie d'Iwata. Ouais. Puis cette émission est tellement bien produite. Niekawa, on retourne sur la valse des gardiens de Urawa. Et voilà. C'est exceptionnel. Je rappelle que Urawa a pris le pire gardien statistiquement de J-League en 2025, Koki Fukui. À titre personnel, il y a juste une recrue que j'aime bien côté Iwata. C'est celui qui est passé par Kofu Land il y a quelques semaines du coup. Ryonosuke Ota qui a d'ailleurs marqué pour son premier match. Ouais, effectivement. Lui pour le coup, je pense qu'il fera une bonne saison du côté Iwata. Le reste, je pense que ça va être compliqué. Moi j'aime bien Daiki Sato du Blaublitz, mais il ne jouera pas. Donc c'est le problème. Classique. Bref, on continue sur les mercatos assez marrants avec celui de Tochigi SC en J3 qui a totalement craqué en allant chercher des noms et vraiment qui sont un régal. Bon, déjà sur les joueurs, on n'a pas grand chose à dire. Donc des universitaires avec Shoya Sasazaki de la Tokai Gakuen, Ryo Sakurai de la Hosei. On a Yoshiki Matsushita du Fujieda Amai FC,
Euh, Hiroto CC aussi de Fujieda, c'est très très bien. Taiyo Yamaguchi du FC Tokyo, tout comme Ren Taigeshi, double prêt. Et puis on a des noms, des éternels espoirs qui sont un peu marrants. Jiro Nakamura qui arrive directement du Gamba, même pas prêté. Idem pour Wadi Suzuki de Tokushima Vortis. Et on a le prêt de Toya Miyogen de Kawasaki. Et j'ai oublié aussi Rui Osako qui arrive du Cerezo Osaka. Oui. Donc c'est particulier. Voilà. Euh, est-ce que ça te hype un peu, Cast, vu les noms? Ah là, ça fait rêver. Hein. Voilà. Moi, en vrai, c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant. C'est-à-dire que ils étaient vraiment en train de perdre tout le terrain à Tochigi avec la montée de Tochigi City qui était en train de tout casser. Ils sont fait, on va dire qu'ils ont fait une arrivée fracassante en ligue professionnelle. Et là, Tochigi City, on n'a pas trop compris parce qu'ils avaient fait des grosses recrues, mais que pour le championnat spécial. Oui. Ils avaient pourtant commencé à aspirer une partie du territoire en termes d'influence, c'est-à-dire que bon, les clubs de G-League, quand on dit aspirer le territoire, on parle pas de colonialisme ou quoi que ce soit. Hein, Oui. on parle de, en fait, officiellement, ils signent des contrats, ils signent des accords, etc., pour que une certaine ville de la préfecture soit représentée par eux en termes de clubs, etc. C'est comme ça bah, ils aspiraient pas mal justement on va dire l'emplacement de Tochigi du Tochigi SC qui semblait être perdu de chez perdu. Et là, finalement, bah, Tochigi SC, ils font des bonnes recrues, vraiment, ça retravaille bien. Et Tochigi City, à l'inverse, justement, c'est un peu moins séduisant, même s'ils tentent encore de faire quelques trucs. Mais donc, c'est franchement, écoutez, on prend. Si on peut avoir une vraie guerre de Tochigi là, un vrai derby. Et ce qui était d'autant plus intéressant, c'est qu'on s'attendait à ce que Tochigi City aussi aspire beaucoup en termes de support, etc. Pourtant, bah, sur la saison spéciale, Tochigi SC avait une meilleure affluence moyenne que Tochigi City. Ouais. Alors, c'est pas même pour le coup, les stades étaient pas remplis, donc on peut pas se dire il y a un club qui était bridé par son affluence max possible. Là, c'était vraiment juste Tochigi SC a conservé quand même une bonne partie de son public, hein. Donc, ça va être intéressant. Maintenant, Tochigi City est en J2, Tochigi SC en J3, mais bon, bah, le Tochigi City a perdu son premier match. Donc, faudra suivre ça. Mais ouais. Là, du coup, en plus, Tochigi SC qui revient à ses premiers amours, c'est-à-dire la post-formation, parce que t'as beaucoup de jeunes joueurs. Donc, ça va être super intéressant. Voilà. Et pour finir, on va parler un peu du haut de tableau de J2, déjà avec l'inébranlable Yokohama FC, parce que, comme on l'a dit plus tôt, ils ont remporté leur premier match, qui avait pourtant tout d'un piège face au Tagevajaro Miyazaki. Une victoire rassurante pour Daisuke Sudo et ses hommes. 1-0 grâce à Adailton, hein, inépuisable. Et surtout avec une très nette domination. 25 tirs quand même pour le club de Kanagawa. Donc on rappelle que le club est relégué de J1, mais semble bien parti pour nous faire sa spéciale, l'ascenseur, donc la remontée directe. Ce qu'ils avaient déjà fait en 2024, 2022, 2020. Ouais, voilà. Et pourtant, cette saison en G2, il y aura une très rude concurrence, hein, parce qu'on a pas mal de favoris. Attends, on va revenir juste après, juste pour finir un peu sur Yokohama FC. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont conservé beaucoup de leurs joueurs de J1. Donc, Adailton, Kaili Shimbo, Toma Murata, Lukian, Ryo Kubota. Ils ont été aussi chercher Akiyuki Yokoyama, qui est un joueur qui connaît très bien la J2, qui était très performant avec le GEF United. Donc, c'est pour moi suffisant pour être considéré comme un des favoris à la montée. Et justement, tu disais, Cast, on va parler un peu des favoris. Parce qu'on a pour moi quelques équipes qui se dégagent. Vous me direz si vous êtes d'accord après. Mais on a bien évidemment le Vegalta Sendai malgré la défaite, qui a remporté le tournoi de transition J2, J3. Donc Yokohama FC. On a Shonen aussi qui reste bien placé. Omiya qui a gagné son premier match, qui jouera le top 2. Vortis, malgré la défaite pour le premier match, il y aura quand même ça reste quand même un des favoris. Ouais, puis même Vortis, ils sont des joueurs, c'est vraiment, désolé, mais en termes de valeur marchande, c'est surprenant pour Vortis, quoi. Ah oui. Et au final, un club comme l'Albirex, on le voit vachement décrocher. Il y a l'Albirex qui a perdu son premier match face à Omiya et qu'on voyait déjà vachement décrocher sur le tournoi de transition. Il s'est pas beaucoup renforcé cet été. C'est bizarre là ce que fait l'Albirex. Franchement, c'est assez décevant. Donc voilà. Donc qu'est-ce que Cast, Davey, vous voyez qui comme vrai favori pour la J2?
Moi, je dis, il est pas favori, mais je dirais attention à Kenta Kawai avec Sapporo, Oui, qui a plutôt surpris en match d'ouverture. On s'attendait pas à ça, alors qu'en plus, a Oui. titularisé un Thaïlandais de 19 ans, etc. il a fait une passe D. C'est en plus, non, alors franchement, là, moi, je suis heureux. Moi, je vois ça, c'est ce que j'aime. Ouais. Bon, mon rêve, moi, c'est de voir le Fanroar monter. Ça n'arrivera jamais. Mais non, bah, de toute façon, je dirais Omiya. Je dirais pas forcément un contre-cœur parce que j'ai pas grand chose contre eux, mais c'est vrai que en termes de mastodonte, de budget, etc., ils sont là. Je trouve que le groupe Red Bull, ils ont fait bon, c'est bon, on a été assez humble pendant une demi-saison, une saison et demie. Maintenant, on va passer la seconde vitesse et on va commencer à recruter, à bombarder les frais, etc. Ouais. Donc là, ils ont vraiment envie de monter. Ils se sont dit c'était marrant de faire le roleplay humble, mais Ota Yamamoto déjà buteur pour le premier match. ouais, voilà. C'est lui qui offre la victoire à l'Albirex. Ça va Guitou hein, Ota Yamamoto c'est scandaleux sa gestion par Kashiwa, c'est vraiment scandaleux. Hein. Mais bon. Fanat aussi. Oui, non, c'est assez impressionnant. Daibi, toi qui comme favori ton J2 C'est compliqué, mais malgré leur défaite au premier match, je pense quand même que Sendai a une carte à jouer. À voir s'ils se reprennent dès le second et prolongent sur le prochain déplacement face à Van Roar. S'ils se relèvent vite, je pense personnellement encore qu'ils monteront. Mais bon, ce serait quand même très drôle qu'ils ratent encore une fois la montée quand ça compte. Parce que gagner le tournoi de pré-saison, c'est cool, mais bon, ça n'offre pas la montée. Sinon, c'est dur à dire. Je trouve que j'ai pas assez de. On n'a pas encore assez de vision, je trouve, pour vraiment avoir une réponse définitive. Ouais. À la base, j'aurais pensé Vortis, mais en fait, le match de Sapporo Sapporo, ils ont vraiment pas existé en fait. Ah, totalement. Donc du coup, c'est compliqué. En fait, sur la première journée, je trouve que t'as beaucoup de favoris qui ont déçu globalement. Je veux dire Sendai, Tokushima, Niigata. Alors, c'est pas des favoris, mais c'est quand même censé être des outsiders. Iwata, pour moi, un partout contre Blaublitz, c'est décevant. Désolé. Ouais. Et voilà. Et puis, aussi, encore une fois, quid aussi du Montedio et du Sagan. Ça, c'est pareil, on sait pas trop où les placer. Le Sagan, a fait une grosse influence d'ailleurs. Ouais. Qui Montedio Le Montedio, ouais, je crois que c'était la première fois qu'il faisait un match d'ouverture depuis longtemps, j'en sais rien, mais. Ouais. Mais il y a eu des grosses Oh, affluences partout. Hein. T'as le Van Roar qui a fait une des plus grosses affluences de son histoire. Koji Eda qui a fait la deuxième meilleure affluence de son histoire face à Sendai. Enfin voilà. Vas-y, continue Dave. Montedio, j'ai pas du tout suivi. Tosu, j'en reparlerai. Enfin, le Sagan Tosu, j'en reparlerai un peu plus tard dans la méthode Kofu. De toute façon, Montedio, ça joue la 5ème place, comme d'hab. Ah, je suis pas sûr cette année. Pour moi, il y a trop de conclus cette année. Je rigole, mais ça me fait rire. C'est 7ème cette année. Et on n'est pas dans la culture de l'instant, vous voyez, on mentionne des Tokushima Vortis et des Sendai alors qu'ils ont perdu. Oui. C'est non, moi je vais jeter un sort. Voilà, le Ventforet Kofu gagnera la G2, vous l'aurez entendu ça en premier. Voilà, Yamato Daito, Gérard. Ah, putain, pitié, une bombe nucléaire sur le FC Tokyo, s'il vous plaît. On n'en peut plus là. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs, en parlant de bombe nucléaire, on fête le 80e anniversaire de bombardement de Nagasaki, n'en déplaise à Daibi. Voilà, donc qui repose en paix. Oui. Ouais, condoléances. Il y a eu une belle cérémonie aujourd'hui parce que le Nagasaki recevait justement. J'ai vu qu'il y avait une des survivantes, je crois, qui portait le maillot de Nagasaki aujourd'hui. Ok. Ils auraient dû. Ah mais oui, en plus du coup Nagasaki a joué aujourd'hui. Bien vu. Ah ouais. Il y avait Moriyasu aussi, je crois, qui était dans la ville sur place. Mais lui, il était au match. Voilà, écoute. Ouais. Et du coup, pour finir sur la J2, je trouve qu'on a vraiment, pour la première fois depuis longtemps, un championnat qui est illisible, que ce soit en haut ou en bas. C'est-à-dire que je suis incapable de dire qui pourrait finir dans le top 3 du fond cette année en J2. C'est une belle J2, hein, franchement. Ah, c'est une super. Pour moi, on va peut-être vivre la meilleure J2 qu'on ait vue, honnêtement. Moi, je suis très, très conscient de ça. Ouais, il y a même des super coachs. Enfin, c'est assez terrifiant. C'est bizarre un peu. C'est la J2 et pourtant, on retrouve vraiment des noms, quoi. Ouais. Ça va être très sympa à suivre. Ouais. Comme Makino, Katakawa et tout ça. Ouais. On est dans la hype. Makino qui a brandi un panneau à un moment avec du maté dessus. Oui, mais c'est tactique. Mais d'ailleurs, il faudrait que je fasse un truc sur GI France avec ça parce que c'est trop marrant. Puis, en plus, Makino, je sais pas ce qu'il a foutu. Il a commencé à répondre à l'interview d'après-match en anglais.
Pourquoi? Il parle en japonais, t'es au Japon. Il répondait en anglais, et après il a bugué, il a fait ah mince, je parler en japonais. Mais vraiment, Oh, il nous oh, fait le une... prouveur. Oh, Ouais, le voilà, c'est ça, prouveur. c'est le Oh prouveur. non, là, c'est Voilà, être un c'est prouveur, ça. ça. C'est affligeant, En ça. plus, il a pas non plus, je sais même pas, il a déjà été expatrié, Makino. Je sais pas si j'ai un Non, truc de non, non, mémoire non, à non, dire, non, il mais a fait que Urawa et ouais, Kobe. Hein. ouais, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il veut prouver là? Qu'est-ce qu'il nous Ouais, je fait? sais pas. Bref, on enchaîne, mais voilà, en tout cas, donc pour ce pêle-mêle J-League, hein, plein de petits sujets intéressants, et ça sera le cas à chaque fois. Vous voyez que maintenant, on ne sépare plus les championnats entre eux, on les interconnecte, c'est plus sympa, ça évite d'avoir un gros bloc J1 puis un gros bloc J2. Donc voilà, j'attends vos retours sur ce point-là. Et on va passer à un des moments les plus attendus, pas le plus attendu quand même, parce que Baby, la méthode Kofu reste quand même au top, mais on va passer à l'actu moustachu, et là en plus, il y a la moustache est belle, comme vous pouvez le constater à l'écran. Et là, on a hâte de la voir. Vas-y, mon Guitou. Allez, la première de la saison, c'est parti. Commençons, on parle de célébration, du coup, héritage, tout ça, tout ça. On a trouvé un petit héritage à Kyoto, l'héritage de Cho Guije. Les recruteurs ont trouvé l'ancienne réserve de Cho, seule raison valable pour justifier leur mercato. Ça sent l'alcool. Oui. Restons dans l'univers des spiritueux. Un board bourré ne suffisait plus à Urawa, un coach Usake, c'est clairement ce qui leur manquait. Quand on veut faire les choses bien. J'avais écrit ça avant qu'ils fassent des bonnes choses sur le mercato. C'est super. Bien vu, ça. L'instant présent, on vit bien. Bien, parlons mercato, nouvelle recrue au FC Ingrat, Harumi Minamino, qui célèbre tel un natif de Saitama face à son ancien club. Le karma est passé par là, défaite 4-3. Une nouvelle saison inédite de Derrick arrive au Japon. On en parlait tout à l'heure. L'inspecteur parcourra les différents peuples du Japon pour découvrir ce qui empêche Daiju Sasaki de frapper depuis l'intérieur des surfaces. Comment la résolution de ce mystère. Il est blessé, le pauvre Daiju. Attention, vous l'entendez? Alerte enlèvement. Prenons les choses au sérieux. C'est-à-dire sérieux. La cellule de recrutement du Gamba n'a plus donné signe de vie depuis la fin de saison dernière. N'agissez pas seul. Contactez J-League France sur X si vous avez la moindre information. Faites bien attention. Et puis, Qui se petite sacrifie nouveauté de pour l'année. créer Gamba Osaka France, s'il vous plaît, sur Twitter? Ouais, Non, Ah, c'est merci. dramatique. C'est mon heure de gloire, toi, tu hein. Oui, Attention, voilà, côté, cast. s'il vous plaît. Allez là-bas. Pss, 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 pss. La J2, la J3, la GFL, c'est fini. C'est mon tour. Faire des blagues. Et petite nouveauté de l'année. Merci Kawasaki, merci Verdi pour l'idée. On va appeler ça la liste de la honte. Toutes les équipes qui prendront un but de Romanic finiront dedans. Qui rejoindra Verdi qui ouvre le bal? Ah, ça, faut la garder tout au long de l'année. La liste de l'ordre, c'est une super idée. C'est une super Merci de idée. votre écoute. C'est magnifique. Oh là là. Oh, ouais, c'est magnifique. Ça fait, voilà. Et à la fin de l'année, on l'affichera en place Montage. publique. Et quand je dis place publique, Davey, je ne parle pas de Glucksmann, ton politicien préféré. Ah non, c'est rare, merci. Oh, Ouais. putain. Davey, c'est à ton tour de travailler maintenant. Merci Guito pour cette actu moustachu, Ah, vraiment bordel. qui a step up encore une fois en termes de qualité. Hein, là, sur l'écriture, on sent que Davey veut bientôt intégrer l'afterfoot. Guito, pardon, l'afterfoot. Et là, désolé, Attends, je vous ai confondu. Moi aussi, je suis tombé sur la réserve de Joe Guidje. Donc, bref. C'est la moustache, c'est ça. Ouais. Allez, bon, Davey, du coup, la méthode Kofu. Petit jingle. Non, il n'y en a pas. Toujours pas. Eh bien, non, il n'y en aura jamais, je pense. Non, J'ai jamais. pas les moyens. T'inquiète pas, Alors, on trouvera une ouais. template sur YouTube, y a pas de souci. Ouais. Du coup, la météo de Kofu avec Evelyne Débier, eh bien, messieurs, dames, bonsoir. Eh bien, ce samedi, Kofu a ouvert sa saison de J2 par un déplacement périlleux du côté de Tosu, sur l'île de Kyushu, et en est ressorti, bien comme c'est attendu, avec une défaite 2-0. Mais une défaite 2-0 un peu frustrante, parce que Oui. Kofu n'a pas si mal joué. C'est-à-dire qu'il y a eu des occasions de contre, il y a eu des possibilités de contre nombreuses, parce que le Tosu avait quand même une défense plutôt fébrile, je trouve, sur ces contres-là, mais bon. Quand tu as des occasions, que tu arrives à l'entrée de surface, balle au pied, et que tu tires du pied droit et que ça finit dans la tribune, déjà tu sens que ça va mal finir. Alors si en plus les poteaux sont contre toi, eh bien c'est compliqué, ça donne cette défaite 2-0. Puis le stade de Tosu était très bien rempli, il faut le dire aussi. Il y a eu un sacré spectacle. C'est pas un déplacement facile. Bah, je pense malgré tout qu'ils étaient quand même plutôt prenables. Ils étaient légèrement au-dessus. Oui, ah bah oui, En fait, oui.
Mais en fait, si par exemple les Shoaraki, les Fuji surtout devant, je les trouvais quand même très médiocres dans sa finition. Puis mettre leurs occasions au fond, bah en fait, on revient pas là. À l'inverse, Tosu a pas eu a eu quelques grosses occasions, mais en fait, bah, comment dire, il y a eu, enfin, ils ont juste été Ouais. plus réalistes concrètement. Et puis le gardien, en Notamment plus, sur n'a pas sorti grosse performance, et pourtant, il s'en sort avec un clean sheet, quoi. il a un arrêt à faire à la 90e à peu près, Voilà. c'est tout. Bel arrêt en plus, mais Ouais, c'est bel vrai arrêt que face les mains pas très à fermes. Kolokawa. Ouais. Mais oui. Et en fait, bah, moi déjà, juste un point, c'est sur la composition de départ. J'ai vu la composition de départ, vous pouvez en être témoin. Bah, c'était pas bon. En fait, Shibuya a aligné une défense inédite, jamais testée en compétition. Fukumoto, Koide et Hikaru Endo. Avec bon, Yukito Murakami en piston droit et bah, ça n'a pas manqué sur le premier but. Le premier but, en fait, on voit il y a Koide et Shoaraki qui couvrent le hors-jeu et du coup, bah, le mec est tout seul. Toshiki Takahashi, voilà. Toshiki Takahashi se retrouve en fait tout seul face au gardien et bon bah but. Et les changements en plus ne sont pas décisifs puisque Shibuya fait rentrer Iwana Kobayashi. 5 minutes plus tard, Iwana Kobayashi concède un penalty totalement stupide sur un joueur de Tosu qui se promenait dans la surface paisiblement mais qui n'était pas dangereux. Un ancien de Kofu d'ailleurs qui a célébré son penalty. Non, il n'a son pas but. célébré Non, après non. coup. Oui, mais il a célébré le penalty. Quand il a chopé le penalty, Oui. il a bien célébré. Hein. Ah, il a bien Oui, célébré. Hein. En même temps, frère, en même temps, frère, il a le droit d'être content. Après, quand il l'a mis, il n'a pas célébré. Non. On s'en fout, ça. Mais voilà. Donc, cette défaite d'ouverture face à Tosu était-elle prévisible? La réponse, oui. On va refaire rapidement, très rapidement, le mercato de Kofu qui a été en fait plutôt calme. Dans le sens des départs, en fait, Kofu a perdu donc Koya Ayashida après 4 ans au club, parti du côté de Oita, et Lunosuke Ota à l'issue de son prêt. Mais c'est les deux seuls vrais départs à signaler. Dans le sens des arrivées, bah, on retrouve les papis Takuya Wada de Omnia et Hiroya Sueki du Katara Toriyama. Donc c'est deux milieux de terrain vétérans. Et la seule autre recrue, c'est la seule autre recrue, c'est un universitaire, Hiroki Maezawa, qui est un avant-centre de la Meiji. Ça, c'est très bien ça. Et qui devrait rejoindre Kofu, lui, il rejoindra la mi-saison en 2027. Du reste, pas d'autres mouvements à signaler. C'est globalement, à côté Kofu, on reste dans une certaine stabilité, mais pas forcément. C'est pas forcément très positif. C'est-à-dire que si les résultats de Kofu ont été bons pendant le tournoi en fait, les résultats cachent globalement un jeu pas terrible. Hein. On se fait un peu chier devant les matchs de Kofu, comme d'hab, et surtout une défense un petit peu fébrile. Et là, par exemple, sur le match de Tosu, c'était flagrant. Une équipe qui, sur certains matchs, manque beaucoup de tranchants à l'avant. Là, sur ce match, c'était vraiment très flagrant. Ouais. Et pourtant, malgré des signes qu'on avait vus pendant le tournoi, eh bien, sachez que officiellement, dans la communication du club, les objectifs du club, c'est la montée en J1 et le titre en J2. Rien que ça. Bon. Tu me l'avais pas dit ça. Alors là, tu me l'avais pas dit. Non. En fait, je On va les mettre sur la liste de la honte. Quand Transfermarkt a explosé, bah du coup, pour faire mon point Kofu, j'ai creusé. Donc j'ai pas creusé les communiqués notamment. Il n'y avait pas grand chose, mais ça, j'avoue que dans les communications, je l'ai bien remarqué qui parlait de titre. Ça m'a un petit peu fait rire. On rigole, mais je souhaite fermement que ce passage soit complètement faux à la fin de la saison. Que Kofu monte en J1. Mais vraiment, ça sera incroyable. J'espère qu'on se trompe. Hein. Oui. J'espère. Ouais. Hein, mais... J'ai mes raisons. J'ai mes raisons. Oui. Bon. C'est que pour moi, à titre personnel, je pense que Kofu, dans le meilleur des cas, fera une saison ventre mou, tout simplement. On a gardé la majorité des joueurs du tournoi, mais au vu du recrutement et au vu du jeu proposé, je suis pas convaincu. Et j'ajouterais que
la préparation qui a encore été une fois réalisée du côté de Shimizu, je crois que c'est la 2e voire 3e année consécutive où Kofu Shizuoka. fait Shizuoka plutôt, pardon, mon mauvais. Attention. Parce qu'en fait, il présentait ça comme le camp comme Shimizu Camps, les communications. Donc, je t'avouerai que j'ai pas réfléchi plus que T'inquiète. ça. Mais donc, je disais la préparation n'a pas été très bonne du côté de Kofu. Je vais vous laisser juge de cette préparation, juste en énonçant les résultats. Alors, vous m'excuserez, ils sont un peu dans le désordre. C'est très compliqué de trouver les résultats des matchs amicaux, sachez-le. Ouais. Donc dans le désordre, on va commencer par le positif avec une victoire 4-2 contre le Jubilo Iwata sur 2 périodes de 45 minutes et 2 autres de 30 minutes. Mais ensuite, défaite 3-0 contre Matsumoto Yamaga, défaite 4-0 contre l'Azul Claro Numazu. C'est ça les amicaux que j'ai su trouver. Oh Oh, Donc, pendant ce temps, le FC Gifu gagne 13-0 face à la Bombonera Gifu, qui est genre que 3 divisions en dessous. Ouais, mais bon. Après, voilà, hein. Mais voilà, la préparation ne laisse pas présager d'une saison exceptionnelle. Alors après, sur le match de Tosu, on a quand même vu 2-3 choses positives plutôt. Encore une fois, Yasuda en récupérateur, c'est top. C'est en top récupérateur. Mais le problème, c'est que le milieu n'a que Yasuda comme joueur capable de faire des passes qui cassent des lignes. Tegotake, il est pas méchant, mais on va dire que la passe n'est pas le ballon n'est pas son ami, comme on dit dans Olivier Tom. Bon, Sato, c'est pas un créateur non plus, ce qui fait que Kofu passe beaucoup par les ailes, mais avec un succès relatif. Là, Tosu avait laissé pas mal d'espace, donc il y a eu des opportunités, notamment pour Shoaraki, mais voilà. On a quand même vu 2-3 choses, par exemple, même s'il n'a pas marqué, notamment à cause d'un poteau, Yamato Naito, il a quand même un sacré sens du but sur certaines actions. Oui. Genre, notamment sur la fin. Plus. Oui, les vice-capitaines, oui. Sur les vice-capitaines, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Enfin, le capitaine, c'est toujours Miki Inoue, qui n'était même pas sur le banc. Et en vice-capitaine, on retrouve Yamato Naito et il y a Kazushi Mitsuhira. Et le dernier vice-capitaine de mémoire, c'est Gotake. Mais bref, donc on voit quand même que sur certaines actions, Yamato Naito, il a vraiment un sacré sens du but, mais il n'a pas la réussite avec lui. Oui. Donc ça va être c'est un retour de blessure qui va faire du bien, je pense d'ailleurs. Peut-être, on verra. Ouais. Mais c'est là vraiment les axes de progression de Kofu, c'est surtout, je dirais, être plus tranchant devant. Peut-être mieux gérer les transitions, mais surtout soyez plus tranchant devant et visez quand vous tirez. Voilà, c'était la météo de Kofu. Eh bah très bien, suite au prochain épisode. Demain, nous fêterons les Kentaro. Ah, et le soleil se couchera, je sais pas quand. Eh ben, on peut passer au dernier segment de cette émission. Le nom est magnifique. Voilà, on passe à Wataru Hebdo. Voilà, c'est quelqu'un qui m'avait soufflé ça à l'époque, je sais plus qui c'est. Et vu que je sais pas qui c'est, on va dire que c'est moi qui ai trouvé l'idée. Voilà, donc le nouveau segment de cette émission Wataru Hebdo, en gros, c'est les actualités football japonais hors J-League. Et on en a 3, j'en ai 3 en tout cas à vous proposer. Déjà, on va remonter de quelques semaines parce qu'on ne l'avait pas commenté, mais Go Oiwa sera le nouveau sélectionneur du Japon après la Coupe d'Asie 2027 qui aura lieu en janvier. D'ici là, Hajime Moriyasu est conservé pour lui offrir une last dance entre guillemets pour la compétition asiatique. Pour ceux qui ont vu le débrief de la Coupe du Monde du Japon, je l'avais pré-shot cette nomination de Go Oiwa quand même, hein. Je l'avais dit, c'est sûr. Si vous le connaissez pas, c'est un peu un disciple de Moriyasu, avec un jeu quand même un peu plus offensif et ambitieux, moins bloc bas face au gros, mais avec les mêmes limites tactiques quand même, et une volonté toujours de faire jouer ses chouchous en priorité, plutôt que s'appuyer sur un vrai système méritocratique. Votre avis rapidement, Cast, par exemple, de la nomination de Go Oiwa. C'est attendu. Bon, peut-être qu'il va pouvoir faire revenir certains joueurs qu'il a connus en jeune et que Moriyasu évite. Et puis peut-être que ça peut
tout simplement apporter une nouvelle dynamique. Bon, ça c'est toujours ce qu'on attend. Après, ça c'est les discours traditionnels. Mais on peut espérer potentiellement, bon ça m'étonnerait, mais un retour de Yuma Suzuki en sélection qui s'entend pas du tout avec Moriyasu, mais j'y crois peu. Je pense que Yuma Suzuki maintenant il veut juste qu'on lui foute la paix. On verra. C'est bon, on est libéré de Moriyasu. On peut que espérer. Je pense que ça peut pas être si horrible que ça. Il a, au moins lui, il a gagné des coupes d'Asie. Mais ouais, non, bah, de toute façon, c'est une suite logique. Je trouve qu'il y avait peut-être pas assez de bons entraîneurs japonais disponibles librement à sa place, donc je lui souhaite le meilleur. Ouais. Guitou, sur Goiwa, si t'as un avis. Oh, cette émission est grand public. Voilà, très bien. Davey. Me chaud. Très bien. Allez, ça au moins c'est fait. On va continuer de ce Wataru Hebdo avec le décès de Shuichi Tamura, grand homme du journalisme français et japonais. Parle-nous un petit peu. Ah, c'était ça, c'est bon, c'est évidemment c'est tragique. C'est que dire, je pense qu'on est tous un peu dégoûtés. C'était le journaliste qu'on connaissait beaucoup en France du côté de l'équipe et de France Football parce que il avait beaucoup participé on va dire aux informations entre les deux pays parce qu'il avait étudié on va dire dans un domaine genre économie française, je sais plus trop quoi, en université au Japon, mais il avait notamment le vote du Ballon d'Or France Football. Et c'est lui notamment qui avait beaucoup aidé. En plus, il faisait des bons votes. Voilà, Oui. opinion. Mais il avait beaucoup aidé, notamment à trouver plusieurs journalistes asiatiques pour représenter chaque pays au Ballon d'Or pour France Football. Et c'est notamment lui qui avait aidé, il me semble, à trouver le journaliste nord-coréen pour le vote à l'époque. Donc sacrée prouesse. C'est quelqu'un qui avait coécrit aussi un bouquin avec Philippe Troussier sur sa tactique. Philippe Troussier était dévasté, hein, il s'était vu notamment encore peu de temps avant sa mort. C'est un gars qui avait couvert beaucoup 7 coupes du monde, 8 euros, 3 Cannes d'Afrique, hein, parce que je précise que la Cannes c'est aussi la Coupe d'Asie pour nous, mais la Copa América, et il était censé aller à la Coupe du Monde cet été, mais la maladie l'a complètement cloué, je pense. Il était décrit comme étant quelqu'un d'une immense gentillesse, loyal, souriant, passionné. On peut aussi noter le fait qu'il soit très ouvert sur le monde et je pense que de toute façon ça se ressent. Il avait notamment même fait un article, je crois qu'il avait été jusqu'à Guam, je suis pas sûr, pour aller rencontrer Kazuyoshi Miura, justement pour faire un bon article sur lui. Puis bon, c'était quelqu'un qui était très respecté de la presse du sport de manière générale, parce qu'il avait quand même fait quelques articles dans d'autres, je crois dans d'autres sports, des interviews. Ça avait l'air d'être une très grande personne et on lui souhaite, de plus grosses condoléances, de plus sincères condoléances à ses proches et on espère qu'il reposera en paix. Effectivement, un très très grand homme du journalisme et japonais et il va beaucoup manquer effectivement à tous cet écosystème. C'est vrai que ces derniers temps, le Japon n'est pas gâté en décès de journalistes. Ils avaient aussi perdu, je suis désolé, son nom m'échappe, mais le journaliste, vraiment peut-être le journaliste le plus mythique. Le nom me revient pas. Moi non plus. Je vois de qui tu parles. On peut, peut-être que si on passe à la suite, ça va me revenir et je dirai son nom. Ouais, vas-y. Très bien. Que là, je vais pas faire de tunnel. Oui. Et du coup, on peut finir ce Wataru Hebdo avec. Pour le finir, j'avais envie qu'on parle un peu des mondialistes aussi pour la sélection. Parce que on pouvait imaginer, moi j'avais l'idée, pour le coup, j'ai pas été visionnaire, que le mondial allait permettre à beaucoup de Japonais de changer de club ou de décanter leur situation en club. Et finalement, pas trop, parce qu'on a eu que 3 changements sur les joueurs qui ont participé au mondial. C'est Daisen Maeda à Ipswich, promu en PL, Takehiro Tomiyasu à Crystal Palace également. Et Keisuke Goto à Fribourg en Bunde. C'est tout. Alors, on a encore le cas de Zeion Suzuki, c'est pas encore officiel au PSG, même si normalement ça devrait se faire. Mais alors on tourne toujours rien. Sinon, Keito Nakamura est toujours à Reims, Keishu Sano toujours à Mainz, Ritsu Dohan toujours à Francfort, même Kisuke Osako, on en parlait tout à l'heure, qui devait rejoindre la Jupiler et l'Union Saint-Gilloise, a vu son départ avorté. Est-ce que c'est décevant, Cast?
Bah bon, après eux, je pense pas qu'il y a de quoi être déçu parce qu'ils récupèrent l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1, Hervé Kofi. Mais pour lui, ouais, bah je sais pas, c'est vrai qu'il y a... Et pour tout le monde en général, quoi, en gros, pour tous les autres mondialistes. Il y a beaucoup de déceptions. Pour tous les autres mondialistes. Daisen Maeda, je suis super content. Bon, c'est que il switch, mais curieux de le voir en PL. Il a pas grillé les étapes. Il sort, voilà, clairement, il roulait sur le championnat écossais. Il avait ruiné les rêves des Hearts d'un titre pour enfin casser la baraque, on va dire. Mais non, ça va être super chouette à voir. J'espère qu'il aura un rôle assez important au sein du club. Il y a clairement une bonne place à prendre, je pense, pour lui. C'est pour Ritsu Doan. Peut-être que le départ Est-ce que attends, le coach il est toujours là ou il vient de partir? Je sais pas si Riera est toujours là ou pas. Je... Ouais, parce que il était pas dans les plans, donc c'est peut-être pour le meilleur. Attends, là t'as dit que les joueurs qui étaient au mondial ou oui, que les joueurs qui étaient au mondial. Oui, non, parce qu'il y en aurait plein d'autres. Il y aurait Morita et compagnie, mais il était pas au mondial. Par exemple, Ayase Ueda est toujours au Feyenoord. Oui. Bon, moi je suis pas contre, c'est pas ça, mais il y avait quelques rumeurs, on verra. Mais ça a pas l'air d'être bien parti pour se faire. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. Zayan Suzuki au PSG, ça c'est un dossier que je comprends mal. C'est-à-dire que ça peut être cool pour le PSG, c'est pas forcément ça le souci, mais c'est tout le délire avec la Juventus, c'est-à-dire que ça parle d'une arrivée au PSG, cool, mais d'un prêt à la Juventus dans la foulée, je me dis est-ce que la Juventus est vraiment gagnante? Autant aller chercher je sais que c'est en cas d'échec dans le dossier Martinez, il me semble. Je crois que c'est mal barré pour eux en plus. Mais je me dis, est-ce que ça vaut le coup pour un club comme la Juventus d'aller prendre un gardien en prêt du PSG alors que tu peux, en fait, finalement, désolé, mais autant tenter un gardien titulaire ou faire autre chose. Mais je trouve que c'est un peu bizarre. Et même pour le PSG, enfin, tu payes plein pot et tu recrutes et tu le prêtes directement. Je sais pas trop, alors que tu es censé te débarrasser de Chevalier. Et en plus, Safonov qui fait pas une très bonne prépa, mais Safonov, autant c'est un super gardien. Moi, je l'aime beaucoup en tant que supporter du PSG. De toute façon, voilà, légende maintenant avec la seconde Ligue des Champions, mais c'est pas un gardien non plus qui est irréprochable, c'est-à-dire que c'est un gardien qui fait quand même quelques bourdes, qui est pas 100% rassurant, donc le PSG avait peut-être aussi besoin de se rassurer en lui amenant une très rude concurrence, vu que Chevalier est plus dans les plans, parce que je pense que Chevalier, c'est un gardien qui aurait vocation à être numéro 1 dans énormément de clubs, donc c'est peut-être pas une très bonne chose pour le PSG de le garder, même pour le joueur, même si le joueur, je pense qu'il a envie de s'imposer. Donc Zayan Suzuki au PSG, ça, je pense que c'est bien parti pour se faire, mais on verra quel est le projet, surtout que lui, il avait déjà refusé Manchester United dans un rôle de numéro 2 à l'époque, quand il était encore à Urawa et qui n'était pas non plus exceptionnel à Urawa. Donc je trouve que c'est un petit revirement de situation. Ça reste quand même un gros nom, on va pas dire non. C'est pareil, je suis content. Bon, le PSG vient de perdre un joueur asiatique, ils vont en recruter un autre. Écoute, je me dis bon, je vais pas être trop malheureux parce que j'étais content d'avoir enfin un asiatique au PSG à l'époque. Il y a à surveiller, il y a toujours Aotanaka à Leeds et pour lui je trouve que c'est mal barré la saison, apparaît parce qu'il commence très très mal, déjà qu'il avait fait un mauvais dernier match avec la sélection, mais là sa pré-saison elle est cataclysmique. Même chose pour Junosuke Suzuki d'ailleurs à Copenhague. Kento Shiogai, cataclysmique aussi avec Wolfsburg. Les médias allemands ils commencent à perdre patience. Ils disent on l'a payé 10 bars, le club l'a payé 10 bars et pour l'instant c'était vraiment pas bon. C'est puis bon Tomiyasu qui part à Crystal Palace, ça c'est un peu cool. Ah ouais, ça j'étais très heureux pour lui. Retour à Londres, il revient de loin, on lui souhaite d'être éloigné un maximum des pépins physiques. Ouais. Mais et un autre cas qui aurait pu agiter le mercato après sa très bonne saison, mais le club lui a offert entre guillemets peut-être potentiellement ce qu'il voulait, c'est Ayumu Seko, donc il part bien pour rester au Havre. Et le club a été lui chercher Keito Mizuta et Sota Nakamura, peut-être sûrement pour le convaincre de rester. Ça va être un sacré trio à voir, là, ça arrive. Puis il me semble avoir vu, faudrait que je la lise, mais j'ai vu des extraits qui parlaient de de Dembaba qui appréciait beaucoup de joueurs en sous-division allemande, etc. Je me dis, si c'est vrai, Dembaba est vraiment un homme de goût. Oui. Et qu'il était vraiment sur lui depuis longtemps, peut-être même à l'époque de Dunkerque. Bon, je trouve que ça aurait été peut-être plus approprié pour Dunkerque, mais on va pas dire non, franchement, non. Je suis trop content, j'ai trop hâte de voir ça. Ouais. Et sinon le journaliste décédé c'était en 2014, c'était Hiroshi Kagawa, voilà. Okay, qui était mort à 99 ans, bon pareil, journaliste mythique, 10 coupes du monde, voilà. Ouais. Et très bien, voilà, vite fait pour les mondialistes, on aura beaucoup l'occasion d'en reparler des expatriés. Oui. Puis en plus il y a une coupe d'Asie dans pas longtemps, donc vraiment là. Voilà.
Bon, et bah messieurs, on va terminer par le petit jeu, voilà. Un petit juste prix, donc pour ceux qui connaissent pas, les trois chroniqueurs vont devoir retrouver un chiffre, le plus proche remporte le point, il y en a 12. Le thème du soir, c'est la première journée de J-League. J'espère que vous avez bien suivi, messieurs. Oui, bien sûr. Et on débute. Combien de buts ont été inscrits lors de cette première journée de J-League? Donc J1, J2, J3 confondus. Et tout. Ah putain. Attends, J2 et J3 aussi? Oui, 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 oui. Oh, Il y a un vas-y. J2, J3. Ah merde. Ah oui, au purée, j'ai eu Voilà. donné pour la J1. C'est vraiment ça me fout. Oui. Allez, Guitou. 42. Cast. J'ai pas du tout suivi. Putain, je vais manquer d'ambition, je vais dire 75. Baby. 52. Cast à 1 près, c'était 74. Oh là là J1, là J2, là là J3 là. confondus. Sachez que la J-League a quasiment la moitié de ses buts. Il y a eu beaucoup de buts en J1, enfin en J1, pardon. Et la J2 et la J3, c'est respectivement 16 et 18 seulement. Donc bravo Cast. Combien de secondes ont séparé le premier carton jaune de Oseun face à Nagoya du second carton jaune? Cast. Je dirais 3. Baby. 15. Tout. Attends, tu peux redis-moi. J'ai pas Combien de concentré. secondes entre le premier carton jaune de Oseun et le second? C'est vrai qu'il a raison, 15 c'est plus probable. Mais À 9. Ah, Et bah c'est une égalité entre Guitou et Davey parce que c'était 12. Voilà, donc vous êtes tous les deux à Mais- 3. en plus je suis débile, j'ai vu la vidéo littéralement il y a à peine Ouais. 2 heures. Ouais, voilà. Donc, effectivement, 12 secondes entre son premier jaune. Ensuite, il applaudit l'arbitre, lui fait un signe de pouce. En son deuxième. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas bon déjà pour Oseun, on sait très bien que c'est un joueur très ambigu On parce sait que qu'il c'est un avait gros provoqué con. beaucoup la colère. Voilà, c'est-à-dire que c'est un gars Ouais. qui fait pas mal d'actions violentes sur le terrain, qui a une certaine animosité et il y avait eu une pétition justement pour dire la J-League pourquoi est-ce qu'elle le sanctionne jamais. Donc là il s'est pris une sanction. Mais il faut savoir que Juste c'est pas le coup d'essai. Kagawa avait déjà fait la même chose avec un arbitre il y a pas si longtemps. il Hitler avait is pris dead, jaune. s'il te plaît. Ouais. Il y a un autre joueur aussi qui aurait mérité, alors j'ai pas compris, c'était sur le match de Kyoto, et j'avoue que j'ai vraiment trouvé que c'était à un moment que t'as Joao Pedro qui découpe littéralement le tibia d'un mec, prend un jaune, et il gueule sur l'arbitre et il l'applaudit. J'ai pas compris pourquoi l'arbitre n'a Ouais. pas mis rouge. Là. C'est pour ça qu'il était pas à la Coupe du Monde avec le Brésil. C'est le mec qui s'est trompé de genre. Non mais mais le fait que Shinji Kagawa avait fait la même chose aussi à l'époque avec le Cerezo face à un arbitre. Bon, il s'était pris jaune, mais c'est vrai, je me dis bon, c'est des choses qui très arrivent cool. hein, malheureusement. Oui. Après bon, le coup, la différence c'est que Oseun était déjà sous le coup d'un jaune, donc ça c'est. Troisième question, combien de dribbles a réussi Tojiro Kubo face à Mito, sachant qu'il est le recordman de cette journée? Davey. Non, je l'ai vu. Davey. Il va falloir un nombre. Attends. Allez, 15. Cast. Non, Guitou, pardon. D'abord. Pardon, Guitou. Je crois que c'est 12. Non, c'est pas ça. Putain, Casse. je l'ai fait en plus. Ouais, moi, je voulais dire 12, mais je vais dire 13. Hein. Oh, vous êtes fous. Les dribbles réussis, c'est quand même rare. Bah, du coup, Oui, non, mais je sais c'est pas, mais on c'est s'est dit, Guitou qui est le plus proche, c'était 4. Ah bah Ah oui. Je vous baisse. Voilà, c'est le seul à 4. Il y en avait plusieurs qui en ont réussi 3. Putain, le gars il est fort en dribble. Il s'est pris pour Shin Midala ou quoi? Ah bah Ouais, ça. mais Et je crois que Midera était à 3 d'ailleurs, voilà, pour l'anecdote. Voilà, bah. Go, c'est Le cool, GOAT, hein. ça. Il aurait été à 5 s'il avait pas été blessé, voilà. Je C'est le vrai. dis ici. C'est vrai. Quelle était la moyenne d'âge du 11 du Vissel Kobe face à l'Avispa Fukuoka à une décimale près? Guitou. Une décimale près. mais qu'est-ce- Décimal près. Je connais un qui était sur SofaScore. Oui. 28-3. Cast. C'est pas si mal ce que t'as essayé là. J'aime bien. Je dirais 27-5. Davey. 30. Davey qui est plus proche, c'était 31,1. L'âge moyen. Voilà, Il y avait folie. tous les vieux. Il y avait Ouais. tous les vieux qui étaient titulaires. Littéralement. Attends, mais je je pense, suis tout vu à l'heure, la- j'ai regardé, c'était la moyenne d'âge d'Iwaki, c'était on dirait des enfants à côté. Oui, vraiment. En fait, j'avais vu la compo quand elle est sortie et je me disais, ah, c'est marrant, Gonda, Osako. Ah ouais, Muto, Muto, petit papy, un peu. Gotoku Sakai, il y a vraiment la totale, quoi. Hmm.
Que Iwaki, c'était 23,5 ans leur moyenne d'âge. C'est voilà. 5e question. Le milieu Yuta Sato s'est offert un doublé avec le Van Rohr pour battre Toyama en J2. Combien de jours se sont écoulés entre ce doublé et son dernier but en championnat à Ryukyu à l'époque? Cast. Bon, faut que je me souvienne déjà quand est-ce qu'il était à Ryukyu. Je dirais 456 jours. Davey. Attends, l'écart entre ces deux doublés, c'est ça? Non, son dernier but. Avant, il a marqué un doublé, avant ça, il n'avait pas marqué un but depuis. Je te dirais 800. Kitou. On peut savoir qu'il a quel âge, ce monsieur? Non. Ah, bah, Tu peux en avoir un si tu veux, il a genre 32 ans, je crois. Ça va pas t'aider. 612. Oh, c'est Davey qui est le plus proche, c'était 714, mais ça se joue pas grand chose avec Guitou. Ah, la folie! Voilà, et c'était en août, mais c'était fin août 2024. Voilà. C'était face à qui? Qu'on mette la liste de la honte. Oh putain, je sais plus. C'était face à. Je me demande si c'était pas. Non, c'était pas Kagoshima, je crois que c'était en J2. Voilà, il fait son boulot à moitié. Non, je sais plus. Ouais, je sais plus. Ah si, c'était Sanuki. C'était Sanuki, je me rappelle. Oh là là. Sanuki a 2 leur saison d'ailleurs. Voilà. 6e question. Nagano a remporté son premier match de la saison face au Renofa. Une victoire à domicile qui était bienvenue. Sur combien de matchs sans victoire à domicile restait Parcero? Baby. Oh la question d'enculé. Je dirais bien 12. Cast. Non, Kitou, pardon. Là pour abattre l'ennemi ce soir. Putain. 12. Il a déjà dit. Je viens de dire. Putain, j'ai compris 15. Ouais, 15. Et Cast? À 13. Hein. Et bah c'est Davey qui est le plus proche, c'était 11. Ah putain. Aïe aïe aïe. J'ai pas choisi le bon côté. Non. 7e question. Combien y a-t-il de Brésiliens sous contrat en J1? Combien y a-t-il de Mathéus déjà? Ça va être quelque chose. Mais... C'est vraiment une affreuse personne. Des Brésiliens sous contrat. Juste en G-League? Juste en J1. En J1. Ah, juste en G1. 49. Cast. 35. Davey. 52. Et c'est Guitou qui est le plus proche, c'était 50 et pas 49. Mais c'est très bien. J'étais loin. Hein. Ah ouais, Ouais. 50. J'avoue que ça me choque beaucoup plus que ce que je pensais avoir vraiment là. Ah ouais, 50, dont un cinquième à Kyoto. Les agences triales, oui, ça, un cinquième à Kyoto et dont peut-être, je sais pas moi, 20 vraiment utiles quoi dans leur Oh, club. t'es généreux. 8e question. Combien de joueurs du Reilac Shiga ont débuté leur carrière senior en amateur? Oh. Cast. Wow. Combien de... Attends, tu peux répéter la question? Combien de joueurs du Reilac Shiga ont débuté leur carrière senior en amateur? Sachant qu'ils ont 38 joueurs sous contrat. Ah oui, oh bah... Je dirais... 30. Davey. Je vais dire 27. Guito. 25. C'est Guito qui est le plus proche. Il n'y en avait que, entre guillemets, 18. Ça reste énorme parce que beaucoup de clubs de JFL recrutent des joueurs qui ont commencé en J2, en J3. Donc ça reste le club, en théorie, qui en a le plus. Faut voir avec Kochi, entre les deux. Mais ouais, ça reste quand même énorme, 18 à 38. Parce que c'est que récemment que la porte entre l'amateur et le monde pro s'est vraiment ouvert au Japon. Avant, c'était très cloisonné les deux. Ouais, le Reilac Shiga qui a pu enfin monter, on rappelle qu'il s'était fait martyriser pour leur Los Angeles parce qu'ils n'avaient pas les bons éclairages sur leur stade, pendant que le FC Osaka chie sur le monde entier avec un stade complètement pas aux normes et ils obtiennent une licence G2. Voilà. C'est rien, c'est la rue. Pour la première journée, le Fujieda Mai FC a enregistré la seconde meilleure affluence de son histoire. Combien de spectateurs étaient présents au Fujieda Stadium, Guitou? Des questions. 8756. Casse. 10 003. Davey? Je sais même pas combien ils ont fait. Pour la première journée, c'est. En fait, je suis ambitieux. Je suis peut-être un peu trop ambitieux, j'ai peut-être pété un câble. Je vais dire
Davey, il va nous baiser. Allez, Davey. C'est sûr. Au début, là. 7500. Ouais. Et bah, c'est Cass qui est le plus proche, c'était 10 658. Oh la vache! C'est la deuxième meilleure affluence de son histoire, ça se joue à quelques dizaines près. Voilà. Mais c'est absolument énorme. En Oui, fait, oui, pour y c'est aller. colossal. Bah, le stade est quasiment plein. Le stade, je crois, fait 11 000 ou 12 000 places. J'ai Voilà. vu que, franchement, hors Tokyo, les affluences étaient assez Oui, choquantes. oui. Hein. C'est fou. On a des dans le affluences bon sens. folles de partout sur Ouais, ce ouais, début de J-League. Ouais, et puis vraiment, ça balançait des feux d'artifice dans certains stades. Ils étaient en forme. Il y a eu des shows. Ouais, notamment le show à Yokohama aussi. Ouais, bah même du côté de Yamagata Monteido, il y Ouais. avait un sacré show. Du côté de Tosu, sacré show aussi. Du côté de de Nagasaki, c'était plus l'heure aux hommages, mais c'était beau, quoi. C'est vrai. D'accord. Avant-dernière question. Combien de passes a réussi Shimizu en seconde période face à Nagoya? Cast. Oh, alors, je me demande justement, il est où le piège? Est-ce que c'était dans le bon sens ou est-ce que c'était dans le mauvais sens, tu sais? Je vais te dire 86. Davey. Le nombre de passes. T'es vraiment un enculé en fait. En seconde période. 78. Où? Hum, Où? Oui, mais j'imagine que ça doit être assez légendaire. 62? C'est Gitu qui est le plus proche. 47 passes réussies. Après, Shimizu avait 20% de possession face à Nagoya en seconde période. Ils étaient à 10. Voilà, 47, Ah oui, c'est passes, vrai 47 passes réussies en 50 minutes. Ça fait moins d'une passe réussie par minute. C'est fort. Et on termine, dernière question. Titulaire face au FC Osaka face à Totori à 30 ans. Combien de matchs a disputé Hiromichi Sugawara en senior? Baby. Oh. 20. Cast. Attends, il a quel âge, t'as dit pardon. 30 ans. Vingt-neuf. Cast. Attendez, il joue à quel poste juste on n'a pas le droit Non, justement, j'ai pas dit aux autres, donc tu. Allez, toc. Purée. Si. En fait, ça dépend si c'est un gardien. euh... Ouais, bah, je sais pas, je vais dire 50. Oh putain, faut que je. Non, c'est Gitu qui est le plus proche. T'as dit 29, Gitu, c'est ça? Oui. Bah, c'était 39. Voilà. Dont la moitié sur la 2026. Toi, t'avais pas dit 30, Davy? Non, j'ai dit Vous 29. avez Non, dit j'ai dit 20. 20. Ah, 20. Ah, pardon. Et c'est Gitu Ah ouais. qui nous fait une belle remontada enfin. Donc, Cast termine avec 2 points. Baby avec 1, 2, 3, 4. 4. Et Gitu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Magnifique Gitu qui remporte le premier jeu de la saison. Voilà. Oh là là. C'est grâce au maillot ouzbek, ça. C'est donc celui qui a le mieux suivi la J1, bien évidemment, parce que ces questions étaient très 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 faciles, vous vous en doutez. Et oui, du coup, Hiromichi Sugawara, qui est gardien, et qui, même à l'époque... Alors, ce qui est le plus fou, c'est qu'il a commencé en senior en Hokkaido League, il était déjà remplaçant à l'époque. Voilà. D'ailleurs, il me semble Voilà, que la SC Hokkaido a mis 10-0 aujourd'hui en match. Voilà, je dis ça comme ça, je balance Et ça. bah, on termine cette émission sur cette info, ça fait plaisir. On parlera un peu d'amateurs en septembre, mais là, j'avoue qu'on n'avait pas le temps aujourd'hui. Ça va faire 2 heures d'émission. Merci de nous avoir suivis, comme d'habitude. N'hésitez pas à repartager, à reliker, à nous envoyer un petit commentaire, ça soutient beaucoup. Et puis on se donne rendez-vous normalement fin août pour le deuxième épisode de Saka saison 2. On attend vos retours aussi sur les nouveaux visuels. Bref, salut! Bye. Yes.